Voilà, donc super, bonjour à toutes, bonjour Laure, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de t'accueillir dans notre collectif. À grand Aujourd'hui, j'ai plaisir. un petit peu encore la voix couverte d'un fin de Covid Hmm. grippe, je ne sais pas. Oui, oui. Mais voilà, c'est vrai que voilà, là, tu as une petite représentation donc de toutes les membres du collectif. On est toutes naturopathes. Ok, Plus ou moins expérimenté. Là, tu as de la toute jeune naturopathe qui vient d'être diplômée jusqu'à moi et Corinne qui avons plus d'une dizaine d'années d'expérience. ok. Voilà, j'ai créé ce collectif. En fait, moi, je suis enseignante en naturopathie et du coup, c'est pas mal de mes anciennes élèves. Non, mais c'est bien. Non, Les mais c'est très aider bien. à mettre le pied à l'étrier, les soutenir, parce que notre métier, c'est pas non plus tous les jours facile, hein. On travaille sur la santé, donc déjà, il y a cette responsabilité. Déjà, c'est Et ça. pourtant, les Déjà. professionnels de Ouais. santé ne veulent pas entendre parler de nous. Donc, si tu veux, il y a des moments où... Je connais bien. Je connais bien. Voilà. Donc, bienvenue, Laure. Donc, voilà. Moi, je connaissais la slow food depuis bien des années. Et j'ai découvert, grâce à toi, qu'on pouvait décliner ça en slowpreneuriat. Donc, Complètement, j'ai ouais. vraiment hâte de savoir voilà, comment tu vas nous parler de ça. Est-ce que tu veux, voilà, dis-moi comment tu veux qu'on poursuive sur Oh, ben moi, l'introduction. je vais. Oui, bah, je vais me présenter un petit peu pour vous expliquer peut-être comment j'en suis arrivée là. Ça fera peut-être écho à certaines choses que vous vivez et aussi euh, un petit peu l'expérience que j'ai par rapport à des personnes qui sont naturopathes, parce que je l'ai déjà accompagnée. Je vis avec quelqu'un qui n'est pas naturopathe, mais qui est praticien en médecine chinoise. Donc, il Alors y a des problématiques ouais, qui le vont réseau est un certainement petit être peu... claires, pour... Ah, vous m'entendez pas bien? Ouais, le réseau est pas extraordinaire. Alors, oui, alors attendez, je vais essayer un truc. Pourtant, je suis dans un coworking. Normalement, ça marche bien, mais des fois, on a des problèmes de Wi-Fi. Je vais me connecter avec ma 5G sur mon téléphone. On va voir si c'est mieux. Et puis, au pire, je ferai comme ça. Alors, bougez pas, je change juste de connexion. Mhm. Peut-être couper un instant, mais dans ce cas-là, je reviens immédiatement. Tac. Ok. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Ça a l'air de fonctionner. C'est bon pour vous? Vous m'entendez On bien? Bon, on va t'entend essayer comme bien. ça. Si jamais vous, à un moment donné, vous m'entendez plus, vous me dites. Ok. Ok, Ça coupe moins, ça a l'air d'être plus fluide. un petit peu, ouais. Ok. Parfait. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous me dites et je peux switcher d'un réseau à l'autre, mais normalement là, ça devrait moins varier. Euh, donc je vous disais, je vais aussi vous poser quelques questions pour me rendre compte, parce que le slowpreneuriat, c'est un sujet qui peut être très vaste. Donc pour me rendre compte un petit peu de ce que j'ai le plus intérêt à vous transmettre pour que ça vous serve et que vous puissiez comprendre ce qu'on fait dans ce mode de travail et savoir quels outils vous transmettre, moi ça va m'aider voilà, de savoir un petit peu quelque chose sur quelques trucs sur vous. Donc je propose d'y aller comme ça. On va y aller assez simplement et puis on va co-construire un petit peu le déroulé ensemble. Euh, pour vous mettre un peu de contexte, donc, tu l'as dit, Irène, le slowpreneuriat, c'est issu du mouvement slow, donc qui existe depuis les années 80, donc c'est pas récent, avec la slow food, qui a été la première résistance, on va dire, à un excès dans l'autre sens. Quand les Italiens n'ont pas apprécié de voir débarquer les McDo dans leur culture culinaire, et donc il y a eu ce mouvement qui est né avec la volonté de revenir à des choses simples, plus proches du local, du naturel, du vivant, et donc le mouvement slow est profondément ancré dans un respect du vivant, de manière générale, dans un respect de ses principes. Depuis, ça s'est décliné sur d'autres aspects, dans l'industrie textile, dans l'art de vivre, donc c'est quelque chose que les gens ont entendu, mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, pour beaucoup de personnes, ça paraît presque antinomique, parce qu'on a cette image
de l'entrepreneuriat, quelle que soit sa forme, hein, qu'on soit indépendant ou qu'on soit à la tête d'une entreprise avec des salariés, on a cette image d'un choix professionnel dans lequel on va devoir aller vite, devoir faire des efforts constamment, en acceptant que ça soit un choix professionnel plus difficile que d'autres. C'est, ça, je ne vous parle pas forcément de vous individuellement, mais dans notre société, c'est quelque chose qui est assez communément admis. Et donc, de la même manière, on est parti dans un excès dans l'autre sens, depuis notamment le début du 21e siècle avec l'essor des startups qui ont un peu, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un gros poids productiviste sur l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que l'arrivée des startups nous a poussé encore plus dans cette idée que ça doit aller vite, ça doit aller fort, on doit avoir des grosses ambitions, faut pas trop s'écouter, etc., etc. Et que quand on est à son compte, en fait, on devrait accepter que c'est normal de sacrifier sa santé, c'est normal de sacrifier ses proches, c'est normal de sacrifier tout ça puisque on n'a rien sans rien, etc., etc. Et donc, de la même manière que la slow food est arrivée en résistance à cet excès-là, le slowpreneuriat arrive également pour, euh, pour amener une alternative différente et rééquilibrer les choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà comme ça assez naturellement depuis bien longtemps, soit par choix, parce que c'est ce qui leur semble être du bon sens, soit parce qu'ils n'ont plus la possibilité de travailler autrement. Mais c'est que depuis, allez, 5 ans, moi j'ai commencé sur ce sujet-là vraiment quand on était au balbutiement, on commençait à employer le mot. C'était vraiment très, très confidentiel comme sujet. Ça fait 5-6 ans qu'il y a un mot qui a été mis dessus et surtout qu'on commence à en parler, qu'il y a des gens qui commencent à s'y reconnaître. Donc, même si ça fait longtemps qu'il y a des gens qui travaillent comme ça, la reconnaissance de ce mode de travail est assez récente. Et moi, je fais partie des personnes qui, au-delà d'y accompagner, euh, s'attachent à populariser ce mode de travail pour que les gens sachent que ça existe et que quand ils se rendent compte que l'entrepreneuriat traditionnel ou assez conventionnel ne leur convient pas, qu'ils puissent savoir qu'il y a des alternatives qui existent et qu'on peut faire autrement, etc. Comment j'y suis venue pour ma part? J'y suis venue parce que quand j'étais salariée, maintenant ça va faire 8 ans, j'ai été victime d'un burn-out. Je me suis mise à mon compte suite à ça pour pouvoir récupérer de la souplesse dans mes horaires de travail et de la liberté sur mes méthodes de travail, parce que moi, c'était beaucoup ça qui était à l'origine de mon burn-out. Et je suis tombée enceinte en même temps. Donc, je suis tombée enceinte en pleine rémission de burn-out. Je vous laisse imaginer les dégâts physiques. J'ai toujours des séquelles de ça parce que forcément, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un coup. Et malgré tout, quand je me suis mise à mon compte au départ, je gardais ancrée cette croyance que je ne pourrais y arriver que si j'allais sortir souvent de ma zone de confort, si j'acceptais de me faire du mal. Enfin, vraiment, il fallait que je sois Beyoncé, quoi. Dans ma tête, c'était ça. Je ne suis pas Beyoncé. Je j'ai pas l'armée d'assistants qui va avec, je pense que c'est la clé. Euh, et donc, j'ai fait un choix très radical en 2019 que j'ai vécu à l'époque comme un échec énorme, hein. C'est-à-dire que c'était pas un choix audacieux, courageux. C'était, de toute façon, je ne suis absolument pas capable euh, de subir du stress chronique. Je suis trop faible pour ça, donc il ne faut plus que mon travail me provoque de stress chronique. Et j'étais convaincue à l'époque, je n'avais jamais entendu parler de slowpreneuriat, hein, c'est pour ça que je vous dis, moi, je m'attache à faire connaître ça parce que moi, à l'époque, c'était, bon, ben, je reste indépendante pour le moment parce que je me sens pas là tout de suite de revenir dans un boulot salarié avec un bébé, etc. Mais c'était vraiment, voilà, je suis pas faite pour, pour ce monde-là. Et j'étais très convaincue que j'aurais un business qui allait vivoter. Et puis que voilà, c'était pas ma priorité pour le moment, mais je l'ai vécu comme ça. Et en réalité, à partir du moment où j'ai listé tout ce qui me provoquait du stress dans mon travail pour pouvoir le faire évoluer ou les supprimer, et que j'ai commencé à changer des choses, à changer un peu le format de mes offres, à changer mon type de clientèle, où j'ai fait beaucoup d'introspection aussi pour comprendre, tiens, pourquoi ça me stresse. Euh, Finalement, c'est exactement ce qui a permis à mon business de s'envoler. Ça a été quelque chose qui m'a mise autant en colère que réjouie. En colère, pourquoi? Parce que à l'époque, je me disais, mais en fait, il y a donc d'autres manières de réussir, pourquoi personne n'en parle?
comment ça se fait que je découvre par l'expérience et par une expérience assez difficile qu'en fait, on peut aussi obtenir de meilleurs résultats en étant beaucoup plus confortable dans son travail, en réduisant son temps de travail, en faisant ce qu'on avait vraiment envie de faire. Enfin voilà, pour moi, ça, il y a eu une partie un peu difficile à passer. Et en même temps, c'était très réjouissant parce que je me suis dit, c'est possible, je vais continuer dans cette voie-là. Donc, je suis vraiment arrivée, moi, dans ce mode de travail par expérience de vie et c'était pas un choix de conviction à la base, parce que je ne savais pas que c'était possible. Par contre, c'est devenu le cœur de mon métier parce qu'à force de voir des indépendants autour de moi être comme moi quelques temps avant et avoir l'impression qu'ils n'avaient pas le choix, euh, voilà, c'est devenu assez évident pour moi qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Donc, je me suis lancée sur l'accompagnement au slowpreneuriat tout début 2021. Donc là, il y a 5 ans à cette période, j'étais en train de tranquillement faire le nécessaire pour arrêter mon activité de freelance et puis pouvoir préparer ce projet-là. Et, euh, et c'est vrai que depuis 5 ans, ça ne fait qu'évoluer. Aujourd'hui, on en parle un peu plus. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce mode de travail avant de venir aujourd'hui, mais c'est vrai que de manière générale, même si on n'emploie pas ce mot-là, on parle plus de la santé des indépendants, des entrepreneurs. Il y a plus d'alternatives. En tout cas, on commence à se rendre compte qu'on n'est peut-être pas obligé de se tuer à la tâche. Maintenant, très sincèrement, sur la prise de conscience que être à son compte ne devrait pas être aussi dur, on a beaucoup avancé. Et beaucoup de gens ont compris qu'en effet, c'est quand même pas très normal que ce soit un choix professionnel qui donne autant de problématiques. Sur les derniers baromètres, on est à 4 entrepreneurs sur 10 qui sont en risque avéré de burn-out ou actuellement en burn-out. Et pour les personnes qui sont dans des entreprises à impact, mais j'élargis ça aux personnes qui le font en se sentant investies d'une mission envers les autres, envers l'écologie, envers tout ce qu'on veut, c'est 2 fois plus. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont très tournées vers l'autre, cette mauvaise santé, elle est 2 fois supérieure à ceux qui sont dans des types d'entrepreneuriat traditionnels. Parce que on a certainement encore des difficultés et il y a zéro jugement quand je dis ça, hein, parce que c'est un travail quotidien pour moi aussi. Euh, Quand on fait ça aussi beaucoup pour les autres et qu'on a du mal à se faire passer en priorité, on est dans un système qui va vraiment nous encourager, nous dire que c'est normal de, voilà, quelque part, ça fait presque de nous des bons entrepreneurs, des bons indépendants que de se sacrifier pour notre business, quoi. Donc sur le passage à l'action, c'est encore assez, Euh, enfin, c'est très minoritaire. Même s'il y a une prise de conscience qu'il faudrait changer les choses, il y a encore très peu de gens qui arrivent à le faire en réalité. La plupart de ceux qui le font aujourd'hui sont encore des gens qui se sont pris le nez. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas encore eu le corps qui leur a mis un stop, soit par un burn-out, soit par des maladies chroniques, soit par un cancer ou des choses comme ça, ou des réalités de vie qui vont changer des fois, hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être des parents qui perdent leur autonomie, et donc en gros des réalités de vie qui font que de toute façon, il n'est plus possible de faire autrement. L'immense majorité des gens qui vont adopter le slowpreneuriat aujourd'hui sont dans ce cas de figure-là. Et donc le but, évidemment, euh, c'est que ce ne soit pas le cas, que ça puisse être un choix sans avoir eu besoin de se prendre le mur, sans forcément avoir des contraintes extérieures, mais simplement euh, parce qu'on mérite tous d'être en bonne santé et il n'y a aucune personne qui mérite que son travail lui bousille la santé. Donc voilà pour vous faire un petit peu un point sur ça. Et avant de continuer, du coup, j'aimerais bien savoir, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat, savoir si vous avez déjà entendu parler du slowpreneuriat et qu'est-ce que ça vous évoque, c'est pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce que vous imaginez que ça puisse être? Ça peut être des mots-clés ou voilà, j'aimerais bien que vous me partagiez un petit peu quelle différence vous imaginez avec un entrepreneuriat plus conventionnel. Est-ce qu'il s'agit de philosophie? Est-ce qu'il s'agit de méthodologie? Qu'est-ce que vous projetez derrière ce mot? Ralentir, aller à l'essentiel, ok. Alors ralentir, oui, effectivement. Ralentir, d'ailleurs,
faut savoir que le mot slowpreneuriat est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent exactement j'ai besoin de ça, 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 ça. Mais le mot leur fait peur parce que c'est tellement, comme je vous disais, hein, ça fait très antinomique. Et les gens ont très peur que ralentir son rythme de travail pour revenir à quelque chose de plus soutenable signifie ralentir ses résultats. Et donc, il y a cet amalgame qui est fait sur si je, si je reviens à un temps de travail qui est plus soutenable, tout va prendre plus de temps. Ce qui n'est pas la réalité parce qu'en fait, on fait moins d'allers-retours. Parfois, je dis on est plus comme un diesel en fait dans le soloprenariat, c'est-à-dire que souvent on va passer un peu plus de temps sur la conception des choses, sur la préparation des choses, et après, par contre, bah, on est plus dans le juste, donc on peut avancer. Mais il y a beaucoup cette crainte-là. Euh, Aller à l'essentiel aussi, ça peut faire partie des composantes. Respect de soi, oui. Être plus à l'écoute de ses besoins, équilibre entre vie perso et vie pro, équilibre vie privée, vie pro. Euh, Avoir une activité écologique pour moi et ma famille, être plus efficace en y passant moins de temps, euh, pouvoir concilier toutes les facettes de notre vie, pro, perso, familiale, avoir du temps prendre du temps pour soi. Ouais, effectivement. Il y a plein de manières de décrire le slowprenariat, euh, mais l'un des piliers fondateurs, sans revenir forcément on peut revenir à une description très académique en reprenant les piliers du slow, hein, c'est possible, mais pour synthétiser ça, c'est l'idée de construire son activité professionnelle autour de sa réalité. Aujourd'hui, dans le monde du travail, on fait précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'on monte des projets qui vont prendre une certaine forme, qui vont répondre à un certain besoin, et c'est aux gens qui œuvrent dans ce projet de s'adapter. D'accord. Et il y a même des personnes qui vont parler de, et ce que je peux comprendre par rapport à l'implication émotionnelle, mais qui vont dire, ah, mais moi, mon entreprise, c'est mon bébé, etc. Et donc, on met la priorité sur l'entité qu'est l'entreprise, le projet, etc. Et on se met à son service. C'est-à-dire qu'on estime que c'est à nous de nous adapter. Et c'est très normal, hein, parce qu'on est quand même dans une société où globalement, depuis l'école, on s'adapte au contexte dans lequel on est. On est très habitué à ça. Et en gros, moi, ma posture, c'est de dire, un projet n'est pas un être vivant, n'a pas des émotions et ne vit rien. Il s'en fout complètement d'être modelé, remodelé, changé, de bifurquer, de pivoter, d'être arrêté, d'accord? Par contre, les humains qui travaillent dans le projet, eux, sont des êtres vivants. Et on peut toujours moduler les choses. Évidemment, qu'on soit indépendant à travailler seul ou chef d'entreprise où il y a une équipe impliquée, ça ne va pas être exactement la même manière de faire les choses, puisque quand il y a d'autres personnes qui sont impliquées, ça se fait quand même, hein, mais le projet reste très modulable, mais ça va se faire de concert avec ces personnes-là. Quand on est indépendant et qu'on est seul dans son business, pour le coup, euh, on a d'autorisation à demander à personne. C'est-à-dire que dans le slowpreneuriat, le postulat de départ, c'est ça, c'est la priorité. Ce n'est pas faire toujours plus de profit. La priorité, c'est d'avoir une activité professionnelle qui prend en compte en premier lieu, dans les prises de décision, la santé de la personne qui entreprend. Est-ce que cette décision, est-ce que ce format d'offre, est-ce que ce choix de manière de communiquer, est-ce que cette stratégie va respecter mes besoins en termes de santé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui risque de mettre ma santé en péril? Et en changeant cette posture-là, ça change énormément de choses et ça n'empêche absolument pas d'avoir une activité rentable. C'est simplement que ça va éliminer certaines voies et en ouvrir d'autres. Ok. Je vais vous montrer un petit. Je permets que ce mode de fonctionnement marche mal quand la personne n'a pas de charge type. Euh, Crédit immobilier surtout. Wafaye, tu peux me détailler ce que tu entends par là, s'il te plaît? Pendant ça, je vais vous partager quelque chose et je suis curieux. Je voudrais bien que tu me détailles ce que tu entends par mais quand la personne n'a pas des charges type. Ah, tu veux dire, il faut en gros pas avoir beaucoup de charges pour pouvoir se permettre d'être dans le slowpreneuriat? Oui, oui. Je suis Oui. désolée, Laure, Non, j'ai pris le bateau un peu en retard, quoi, comme on non, non, dit. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Bonjour tout le souci. monde.
Non, je dis, oui, je suis d'accord. Quand on travaille de façon zen, on est beaucoup plus productif. Quand on travaille à son rythme, on est beaucoup plus productif, etc. Mais le problème, c'est que la majorité des personnes qui vont essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui ont déjà des charges, type, par exemple, type, quand je dis type, par Ah oui. exemple, le crédit Mhm. immobilier, crédit voiture, etc. Et il faut avoir le courage de les affronter pour pouvoir se lancer à son rythme, parce que Bien sûr. c'est ça le deal, c'est ça. Et quand on a Complètement. quand on a ce genre, quand on a ce genre de charges, ils sont très difficiles. Si on n'a que la charge, par exemple, pour manger, on trouvera quoi manger. Ça, c'est pas quelque chose qui pose problème. Par contre, quand on n'a pas, on risque de perdre notre maison, on risque de perdre, à la rigueur, la voiture, les gens la balancent. Ils peuvent la balancer, ils disent, je vais prendre des transports publics et c'est pas grave. Mais la Mm. maison, elle pose beaucoup de problèmes et des fois même la maison plus les frais de scolarité. Moi, je suis au Maroc. Donc, la majorité, les frais de scolarité sont payants. Il n'y a pas de, la scolarité Pas qui n'est pas d'école gratuite. payante, elle est pas terrible. Donc, la majorité vont. Donc, pour pouvoir sortir du système et pouvoir se lancer et réfléchir tranquillement, parce que certes, il faut baisser la charge de cortisol pour pouvoir être productif. Ça, tout le monde le sait et ça, c'est pas, on va pas réinventer la roue là-dedans, là. Mais ce genre de choses, c'est ça ce qu'on on n'a pas le courage. Même si je peux dire que oui, ouais, même d'accord, balancer la maison, aller louer un truc et finalement, avec le peu d'argent que ça va ramener, parce que ça va être vendu par exemple par la banque, etc. Ça, c'est les choses qui rendent l'autonomie et l'aventure, on va dire, un peu difficile, quoi. C'est ça. Je comprends. J'en connais des entrepreneurs qui se sont lancés. Au début, ils essayent de travailler à leur rythme, ils essayent de faire justement slow entrepreneuriat, je vais faire ça. Mais quand les charges commencent à s'accumuler, ben la personne pète un câble, elle commence à dire non, 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 je vais chercher un travail à mi-temps, je vais chercher ça. C'est pas évident de. Mm. euh, Merci, Wafa, ouais, je t'en effectivement. prie. Oui, Ouais. et je te remercie parce que tu pointes exactement aussi les a priori et les croyances qu'on a autour de qu'est-ce qui fait qu'on réussit. Et en fait, pourquoi est-ce que il y a deux raisons pour lesquelles ça demande du courage. C'est que, alors déjà, de manière générale, se lancer à son compte, ça demande du courage, hein. Parce que on perd les filets de sécurité qu'on peut avoir dans le salariat, etc. Donc, c'est un choix, à mon sens, sur lequel on doit en effet se poser ces questions de comment je m'assure d'avoir toujours un toit sur ma tête, enfin, quelle est ma situation financière, quel soutien je peux avoir, parce que qu'on se lance version clos ou pas, on n'a jamais aucune garantie. D'accord? Les personnes qui disent qu'il y a des manières prédictibles de faire du business, alors de plus en plus dans notre époque, c'est souvent qu'ils ont un truc à vous vendre derrière, hein. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans ce que tu dis, Wafaï, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en effet, la croyance la plus commune, c'est de se dire que le résultat, un résultat suffisant ne peut arriver que si on y met un minimum d'efforts et de difficultés. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un minimum de difficultés, on ne peut pas avoir de résultat. Et un peu un côté calculatrice ou plus plus, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, si je travaille pendant une journée, ça me donne tel résultat et tel, euh, telle rétribution financière. Bah, si je veux pouvoir payer toutes mes charges, ça veut dire qu'il faut que je multiplie ça par autant pour faire un montant suffisant. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du temps de travail, on parle beaucoup de ça, mais on ne parle pas vraiment de qu'est-ce qui va vraiment produire des résultats. Et en l'occurrence, c'est rarement le temps de travail, c'est plutôt ce qu'on fait dedans. Et comme tu l'as dit, effectivement, quand on a un niveau de stress bas, c'est là qu'on fait le travail de meilleure qualité avec le meilleur ratio effort fourni résultat. Et c'est pas qu'une question de productivité. D'ailleurs, on n'est même pas obligé d'être productif tout le temps et d'être dans la performance tout le temps, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un niveau de stress haut ne donne absolument pas ce qu'il nous faut pour tout ce dont on a besoin quand on entreprend, pour les relations, pour la réflexion, pour l'apprentissage, pour faire juste notre travail quand on travaille avec l'humain, pour être attentif, pour être à l'écoute. Tout ceci, ce sont des, j'allais dire des compétences, oui, ce sont des compétences, mais des tâches cognitives dont la qualité baisse avec le stress. Donc,
On a beau savoir ça, quand on se retrouve en effet dans une situation à se dire, c'est très bien, mais là, il faut que je paye mes factures, comme tous les modèles qu'on a et comme toutes les méthodologies dominantes qu'on a pour entreprendre donnent pour réponse, il va falloir se mettre un coup de pied aux fesses et cravacher, ben, quand on est en panique, on va là-dessus. Et c'est exactement pour ça que je dis que pour moi, la mission de mon entreprise, au-delà d'accompagner, c'est de faire savoir que le slowpreneuriat existe, quelles sont ses méthodologies, comment on peut faire autrement pour que les personnes qui sont dans cette situation se disent, il y a plusieurs options. Si j'ai envie, si j'ai le tempérament à plutôt me mettre un coup de pied aux fesses pour me sortir de cette situation, bah, je vais le faire. Mais pour les personnes qui se disent, mais là, moi, je suis déjà comme ça, je suis déjà hyper stressée, que ces personnes sachent qu'il y a aussi des manières de faire en baissant son stress. D'accord? Donc, c'est ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce que pensent beaucoup de gens, mais ça, c'est très lié à la manière dominante dont est présenté le monde du travail, l'entrepreneuriat, la productivité aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a bien un paradoxe, c'est-à-dire qu'en gros, on sait que plus il y a de stress, moins on va être bon, mais quand on est dans une période difficile, on va avoir tendance à aller vers des méthodologies qui vont nous en rajouter. Et aujourd'hui, ça, le monde de l'entrepreneuriat remet assez peu ça en question. D'accord? Vous, vous êtes naturopathe, vous avez conscience en plus des effets du stress sur les performances. Il y a énormément de gens qui n'en ont même pas conscience. Et le stress est extrêmement glorifié dans l'univers entrepreneurial, hein. Il y a toujours ces gros mythes de oui, mais il faut un peu de stress pour stimuler, etc. Non, mais en fait, quasiment tout le monde est déjà en stress chronique. La jauge, elle est déjà dépassée depuis longtemps, hein. Donc, Ouais. faut Alors, avoir conscience de... je pourrais en témoigner parce que je suis à l'intérieur d'une entreprise, parce que je continue à travailler. Je suis Mhm. ingénieure à la base. Après, je suis naturopathe, donc je sais ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que je travaille dans une grande entreprise au Maroc où il y a l'élément stress, on va dire, la personne qu'on voit marcher, rien que la personne qu'on la voit, si on la voit marcher zainement, on va la qualifier de non productive. Ça, c'est comme ça que les gens, Exactement. c'est le regard qu'on nous a appris. Ah bah, il sait même pas, lui, il se dépêche même pas pour prendre son café, il se dépêche même pas, il prend tout son temps pour prendre, Oui. pour fumer sa cigarette. Rien que ça, c'est des personnes, nous, chez nous, c'est la prière. Ah bah, il prend 3 heures pour aller faire sa prière. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, qui vous dit que pendant sa prière, il pense au problème et quand il va revenir, il va poser même une très bonne idée qui va nous faire gagner 2, 3 heures de temps, quoi. Complètement. Mais ça, Mais c'est pas intégré. En fait, le monde du travail a pas du tout. renié beaucoup de choses de notre humanité. Les émotions n'ont pas tellement leur place, même si ça évolue, hein, mais les émotions n'ont pas leur place. Les pauses n'ont pas tellement leur place. En fait, on est en fait, on est dans un monde du travail productiviste. Ça veut dire quoi, productiviste? Ça veut dire que ce qui fait priorité, c'est la production et donc pas les besoins humains. Donc, c'est assez normal, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est être en train de produire. Et comme en plus de ça, il y a de très mauvaises connaissances, hein, globalement, les gens ne savent pas comment fonctionne le corps humain, les gens ne savent pas comment fonctionne le stress. En fait, c'est très flou, hein. Il y a que les gens qui vont s'y intéresser, ils vont commencer à comprendre. Avec des sujets comme la qualité de vie au travail et la RSE, les gens commencent à se dire, ah oui, ah, en fait, ah oui, oh, la semaine de 4 jours, ça marche pas mal. En fait, les gens sont pas moins productifs. Voilà, ça évolue, mais il faut avoir conscience qu'on évolue dans un monde du travail qui rejette toutes ces notions-là parce que ça fait un moment qu'on attend de nous qu'on soit des machines dans le monde du travail. Et donc, à partir du moment où on nous voit comme des machines, bah, on met dehors tout ce qui fait la réalité pourtant de notre condition humaine. Donc, on va valoriser des personnes qui sont très, très impliquées, qui vont prendre peu de pauses, etc. Et en fait, si ces personnes-là se crament au bout du compte, mais que le temps où elles étaient là, elles ont produit des résultats, bah, en fait, c'est pas grave puisque la priorité, ce n'est pas l'humain, c'est la production. Donc, les personnes sont remplaçables, etc. On pourrait converser pendant très longtemps sur le monde du travail, mais c'est pour vous montrer que c'est aussi normal que quelqu'un qui se lance puisse avoir des réticences et se dire oh là là, mais si je fais les choses de manière flow, et je vais revenir sur un autre truc que tu as dit, Wafay, d'ailleurs là-dessus, je vais pas y arriver. C'est normal en fait, on baigne dans ces croyances-là et donc ça demande aussi une certaine prise de recul et souvent une expérimentation pour se rendre compte que ça peut marcher comme ça aussi. Et je reviens sur une chose que tu as dit, sur des personnes qui se lancent en étant d'abord en slow et puis à un moment donné, il faut bien payer les factures. Pourquoi est-ce que des personnes qui se lancent en se disant au départ je respecte mon rythme, etc., n'ont pas forcément les résultats escomptés? C'est que
toutes les méthodologies de développement d'activité, tous les conseils, les manières de faire qui sont prônées ne sont pas adaptées à cette vision-là. Ce sont des méthodologies et des canevas et des processus qui vous sont donnés qui sont pensés pour un entrepreneuriat conventionnel. Entrepreneuriat dans lequel la personne qui entreprend n'est pas prise en compte, sa réalité n'est pas prise en compte, c'est une ressource en fait, d'accord? Mhm. Quand vous allez dans n'importe quel, si je ne sais pas si certaines d'entre vous sont déjà allées dans des pépinières, dans des incubateurs ou peut-être à la Chambre des métiers ou à la CCI en se lançant pour faire passer dans des parcours d'accompagnement à l'installation. Et souvent, on va vous dire, bah, monter un business, c'est pas très compliqué sur le papier. Il faut que tu repères une cible à qui tu veux t'adresser. Donc, vous, par exemple, des personnes qui auraient besoin de mieux prendre soin de leur santé, de leur hygiène de vie, etc. Et puis, tu vas creuser les besoins et puis tu vas voir ce que tu peux amener comme compétence en face. D'accord? On vous Mhm. dit de faire une étude de marché. Et en fait, dans tous les modèles qui sont proposés, vous, votre réalité et ce que vous avez envie d'amener et vos contraintes et vos limites, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie des modèles qui vous sont proposés parce qu'on part du principe que bah, de toute façon, la personne qui entreprend, elle est là pour s'adapter. Bon, pourquoi est-ce qu'on se poserait la question de ses besoins à elle? Donc ça, c'est une différence majeure quand même, le stoprenariat. Pour vous montrer un petit peu, je vais vous partager un petit schéma que j'utilise pour montrer ce qu'est le slowpreneuriat. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, attendez, que je l'ouvre déjà, ce sera mieux, parce que si je ne l'ai pas sous les yeux, ça va être compliqué. Hop. Je présente ça. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, je vais vous montrer un donut et une pizza. Hein, je sais qu'on sort de table ou que vous êtes peut-être en train de manger pour vous. On n'est pas du tout sur de la bouffe saine, mais en général, les gens retiennent bien, donc j'utilise ces allégories-là. Le donut, c'est même pas moi, c'est une adaptation libre du donut pardon, de Kate Raworth, qui est une économiste qui utilise cette allégorie du donut visuellement pour montrer comment, sur la question écologique, on peut être dans un bon entre-deux, dans un bon équilibre entre répondre aux besoins humains et ne pas dépasser les limites de la planète. Donc, c'est l'idée d'une zone un peu juste et que moi j'ai décliné pour le slowpreneuriat pour l'expliquer. Alors attendez que je l'ouvre. Voilà, il est là. Je vous partage ça pour que ça soit. Hop. C'est bon, vous le voyez? Alors attendez, je vais vous bouger. Non, je suis en train de vous spoiler là pour la suite. Je voudrais juste vous bouger pour mettre en grand. OK. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de se dire le but, c'est d'en faire le moins possible, etc. Non, on a une réalité quand on est à son compte, on a des charges à payer, on a besoin d'être rentable, on a plein de besoins en fait. Et donc, le slowpreneuriat, l'idée, c'est de remplir au moins un plancher de viabilité, donc avoir un revenu suffisant, un temps de repos suffisant, s'épanouir professionnellement, avoir des relations qui sont soutenantes, une liberté de décision. Je suis encore en train de vous spoiler sur la suite, il faut que j'arrête d'appuyer de la marge mentale, donc l'inverse de la charge mentale, hein, avoir un peu d'espace libre, d'avoir de quoi se maintenir en bonne santé et respecter ses valeurs. Ça, c'est un peu les prérequis, c'est-à-dire que notre activité euh, se doit de répondre à ces besoins-là. D'accord? Et après, il y a aussi un plafond de soutenabilité, c'est-à-dire un plafond duquel, si on creuse là-dessus, mais on va trop loin, on arrive dans d'autres dérives qui vont atteindre notre santé. Le fait de mettre la priorité au profit dans les décisions, la priorité, ça veut dire que si c'est ça qui prime en premier, le reste, du coup, peut en pâtir. Si je ne parle pas de... Alors, je vais préciser après quelque chose, mais en gros, on a besoin d'avoir un revenu suffisant, mais une fois qu'on a un revenu suffisant, la question de jusqu'à où je crois et jusqu'à combien je vais gagner et combien je développe mon business, si j'arrive à une limite où, en fait, ce qui prime dans mes décisions, c'est faire plus de profit, continuer à monter au détriment de ma santé, là, on arrive sur quelque chose qui n'est pas soutenable. De manière générale, si ma santé est compromise pour mes décisions, là, c'est pas soutenable. Si je ressens une pression externe à la performance, ce qui est souvent le cas dans notre entrepreneuriat, dans notre écosystème, c'est-à-dire si je sens que je suis poussée à être toujours dans la performance, alors qu'en fait, moi,
j'ai besoin de pas toujours l'être et j'ai pas nécessairement, enfin, c'est bon, j'ai atteint mon plancher de viabilité, il est atteint, mais je sens quand même que peut-être je me sens pas assez audacieuse, pas assez ambitieuse, etc. Ça, c'est des signaux d'alerte. Est-ce que je sacrifie la qualité de mon travail pour faire plus de quantité? Est-ce que avec mes pairs, je sens qu'il y a une compétition et que ça n'amène rien de bon? Est-ce que j'ai une perte de sens dans mon travail? Est-ce que j'ai quelque chose qui manque de robustesse, c'est-à-dire qu'il y a un business qui n'est pas capable de subsister dans les fluctuations et les variations qu'il y a autour de moi? Est-ce que je vise l'hypercroissance, c'est-à-dire quelque chose où forcément, enfin, je vise une telle croissance avec une telle rapidité que forcément tout le reste va en pâtir. Dans le slowpreneuriat, en fait, on reste entre ces deux paliers. Donc, on n'est pas en train de renier la réalité et de se dire c'est un choix dans lequel on doit vivoter et vivre de briques et de broc. Non, on est une entité économique qui se doit d'être rentable et d'avoir plus de rentrée d'argent que de sortir. Et on va juste plus loin, c'est-à-dire que la notion de rentabilité, elle est un peu là, elle va plus loin que, que financière. C'est-à-dire que si je suis rentable financièrement, mais que pour ça, ça me coûte ma santé, dans la version du soloprenariat, je ne suis pas rentable. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai juste sur le côté financier, en effet, j'ai moins de charges que de recettes, mais que je dois être cramée pour ça, ou que je ne respecte pas mes valeurs, ou que je me sens oppressée par ces injonctions à la performance, si j'ai plus du tout de marge, je ne suis pas rentable en vrai. Je suis rentable financièrement, mais en termes d'énergie, le compte n'y est pas. OK? C'est clair pour vous un petit peu comment on se situe en gros, l'entrepreneuriat traditionnel, tout ça là, pour eux, c'est pas un problème, hein. Faire de l'hypercroissance, c'est bien. Évidemment que la priorité est au profit, hein. La définition d'une entreprise, c'est quand même une organisation à but lucratif, avec des ressources humaines. D'accord? C'est-à-dire que dans la définition légale de ce que vous portez toutes, le but premier, légalement, est de faire du profit. Dans le soloprenariat, on fait un peu fi des définitions officielles. On s'assure d'être rentable pour rentrer dans les clous, mais on fait des business à but humain et à moyen, entre autres financiers, et pas l'inverse. C'est un résultat aussi. OK. Maintenant qu'on a dit ça, la question qui vous vient peut-être, c'est très bien. Donc ça, c'est un peu vers quoi on veut aller. D'accord? Dans le soloprenariat, on cherche à aller là-dedans. Maintenant, concrètement, comment on fait? Vous avez cité certaines choses tout à l'heure, d'aller à l'essentiel. Et je note aussi que dans les termes que vous utilisez, il y a beaucoup, donc aller à l'essentiel, être plus productif, être plus efficace. J'y reviendrai dessus après. Euh, je vous mets juste une petite graine là, c'est que ce sont les arguments qui sont beaucoup utilisés aussi pour faire toujours plus. J'entends par là que, je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que je n'ai pas pris mon chargeur, il va falloir que je le cherche à un moment donné, pardon. Euh, dans l'entrepreneuriat conventionnel, on cherche aussi à être toujours plus efficace, à l'essentiel, tout optimiser, pas perdre de temps. Et il y a aussi pas mal de gens qui vont parler de techniques de productivité, de gestion du temps, de meilleure organisation. C'est important de regarder au service de quoi. Si c'est mis au service d'avoir plus de temps pour soi, pour le reste de la vie, etc., ça peut être du slowpreneuriat. Si c'est être plus productif pour pouvoir faire toujours plus, pas vraiment. D'accord? Ça, c'est plus une vision très pro-performance. Voilà. Donc, je vous le dis parce que parfois, alors c'est normal, hein, c'est des termes qu'on entend tellement que c'est normal aussi d'avoir envie de ça. Et bien sûr que dans le slowpreneuriat, en fait, pour pouvoir se dégager du temps pour certaines choses, eh bien, on va s'assurer d'être plus efficace sur d'autres. Simplement, la manière d'être plus efficace n'est pas forcément comme vous le pensez. D'après vous, qu'est-ce qui permet d'être plus efficace? Quelles sont les choses? Je vais vous arrêter le partage 2 secondes pour vous voir. Euh, attendez, je vais juste aller chercher mon câble d'ordinateur, sinon je vais vous abandonner très rapidement, soudainement. Pendant que je vais chercher mon câble, j'en ai pour 30 secondes. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, là, spontanément, quelles sont pour vous, alors peut-être des choses que vous avez déjà essayées, mais des choses qui vous permettraient de réduire votre temps sur certaines tâches, d'accord, d'être plus efficace, etc., de gagner, peut-être de laisser votre temps de travail. Quelles sont les techniques dont vous avez déjà entendu parler ou que vous avez déjà essayé? Et j'arrive, je vais chercher mon temps. Vous mettez.
Ouais, super Marion, génial. Effectivement, suivre son cycle menstruel. Euh, Ah, vous n'êtes pas obligé de mettre des trucs que vous suivez vous, hein, mais tout ce que vous avez déjà pu entendre comme astuces de productivité, d'efficacité. Vous allez dire des choses très bien, hein. N'ayez pas peur de dire des choses qui ne seraient pas dans les clous, on s'en fiche, hein, moi, ça me permet de voir un petit peu le Miracle Morning. J'ai lu le bouquin Miracle Morning quand mon premier fils avait 3 mois. Autant vous dire que j'ai ri. Hop. Alors, Pomodoro, suivre son cycle menstruel. Pomodoro, Miracle Morning. Salut Noémie. Monotâche, mettre le tel loin ou le couper pour pas être distrait, fractionner son temps, s'accorder des mini-pauses, boire un verre d'eau et faire des mouvements étirements régulièrement. Programmer des temps pour des tâches précises. Couper les réseaux sociaux. Ok, super. Ce qui est hyper intéressant dans ce que vous me mettez là, c'est qu'il y a autant des choses qui sont très dans une vision euh, de performance et des choses qui sont tout à fait alignées avec le slow. D'accord? Bon, il y a plusieurs choses qui viennent. Euh, donc, par exemple, je vais prendre un exemple pour pouvoir vous introduire le grand principe qu'on suit dans le slowpreneuriat. Si on prend le fait de alors, attendez, programmer des temps pour des tâches précises. Voilà. Donc, le côté time blocking, je prends mon agenda et je sais que bah, ça, c'est des moments qui sont réservés pour mes consultations, mais je sais aussi que j'ai des trucs pour faire pour de l'administratif, ma communication, différentes choses et je vais bien préparer mon agenda et chaque début de semaine, je sais exactement ce que j'ai à faire. Même le temps libre, je l'ai noté comme ça, je suis sûre de le prendre, etc. Il y a des personnes qui sont câblées pour ce mode de fonctionnement-là. C'est-à-dire que le fait de planifier beaucoup, de s'assurer que les choses soient notées, vous avez peut-être entendu des choses du genre si c'est pas noté, ça n'existe pas, ou des choses comme ça. Il y a des modes de fonctionnement pour qui ça va être très aidant parce que c'est des personnes dont le cerveau va être câblé avec un besoin de structure euh, et on va dire de décorréler la planification de l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour planifier et il y a un temps pour dérouler. Ok. Pour ces personnes-là, ça va très bien marcher, puisqu'en effet, elles vont prendre un temps pour planifier, puis une fois qu'elles vont être dans le vif, elles vont regarder leur agenda, elles vont se dire, bah voilà, là, je me suis dit que pendant 2 heures, je fais ça, et moi, ça m'aide, et effectivement, voilà, c'est dédié pour ça, je coupe tout. Voilà. Et il y a des personnes, dont je fais partie, ceci est une bonne définition de l'enfer. C'est-à-dire qu'un agenda où tout est noté avec plein de blocs de temps, moi, quand je vois des agendas comme ça, ou même quand le mien comporte trop de rendez-vous, puisque je note que les rendez-vous dedans, physiquement, ça me contracte. C'est-à-dire que dans mon mode de fonctionnement, quand je vois que tout est rempli, j'ai l'impression que je n'ai le temps de rien. Même si dedans, il y a des plages où en fait, c'est du temps de rien, hein. Mais visuellement, si je vois ça, et si tout est planifié à l'avance, mon cerveau le traduit comme oh, un enfermement total. OK? Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est qu'il n'y a aucune méthode de productivité, d'organisation, de gestion du temps, etc., qui est universelle. On a tous des modes de fonctionnement différents qui correspondent qui sont dans notre zone de confort. Et dans le slowpreneuriat, en gros, plutôt que de suivre ce précepte que chérissent beaucoup de coachs business, de sortir de sa zone de confort pour évoluer, pour apprendre, pour plein de choses, notre zone de confort, on l'exploite. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'il y a dedans. Et on fait en sorte, dans les choses qu'on maîtrise, parce qu'on ne maîtrise pas tout, hein, on doit s'adapter. Parfois, vous allez vous adapter aux consultants, vous allez vous adapter à un lapin qui a été posé ou vos enfants qui sont malades. En fait, des changements, il y en a toujours, mais dans les choses qu'on maîtrise, parce qu'on sort de notre zone de confort et qu'on est dans l'adaptation très régulièrement et tous les jours, dans les choses qu'on maîtrise, on va s'assurer d'être dedans. La zone de confort, la définition de la zone de confort pour bien la différencier de certaines confusions, il y en a qui la confondent avec l'habitude, il y en a qui le confondent avec la paresse, enfin, voilà, c'est rien de tout ça. Et vous allez comprendre avec la définition tout l'intérêt en tant que naturopathe. La zone de confort, c'est une zone qui est neutre d'anxiété, dans laquelle on se sent en sécurité et en maîtrise.
Et donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer en quoi le besoin de sécurité, d'un système nerveux régulé, etc., aide bien. OK? Donc, exploiter sa zone de confort pour travailler, ça veut dire définir comment on travaille pour que la manière même dont on travaille soit un outil de régulation de son système nerveux. OK? On, on a souvent l'habitude de parler quand même de prendre soin de soi, de réguler son système nerveux, de baisser son stress et tout, en faisant des choses à côté du travail. Et le slowprenariat, c'est une manière de prendre soin de soi dans le travail. Donc ça, c'est une différence majeure aussi avec les autres visions, c'est que on ne segmente pas le moment où on travaille et le moment où on prend soin de soi. On réfléchit à comment la manière dont on travaille directement peut être une manière de prendre soin de soi et de respecter ses besoins, de respecter ses limites, de nourrir euh, ses besoins aussi. Enfin voilà, d'accord? C'est Et donc on va... révolutionnaire. Mais c'est moi aujourd'hui, je me dis mais c'est du bon sens, mais c'est vrai qu'on ne l'entend pas encore beaucoup comme ça. Ok? Je vais vous repartager aussi pour là je vous ai donné la définition. Alors juste pour la blague, cette définition-là, je ne la sors pas de mon chapeau, c'est la définition qui a été donnée par Judith Bardwick, qui est la psychologue qui a euh, identifié, enfin qui a nommé cette zone de confort pour la première fois au début des années 90 dans un livre qui s'appelait Danger dans la zone de confort. C'est-à-dire que cette définition, moi, je la trouve très bien, mais elle a été mise à profit d'une vision qui va complètement à l'inverse. D'accord? Pourquoi est-ce que je garde quand même cette définition? Parce que selon comment on l'interprète, soit on trouve ça très bien, soit on trouve ça très mal. Pour vous remettre du contexte, pourquoi elle, est-ce qu'elle trouvait que c'était pas bien d'être dans cette zone? Parce que ces travaux sont basés aussi sur quelque chose qui a été démonté depuis, qui était de croire que la performance ne vient que quand il y a du stress. D'accord? Il y avait un contexte hyper particulier quand elle a écrit ça, c'était aux États-Unis, il y avait une baisse de productivité dans les entreprises, et on a mis ça sur le compte des salariés qui demandaient de plus en plus de récompenses et d'avantages tout en travaillant de moins en moins bien. Et elle, son analyse, ça a été de dire, bah, en gros, ils ont trop de récompenses sans faire d'efforts. On était en plein essor du no pain, no gain. Hein. Années 80-90, dans le monde du travail, on était vraiment, aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux, mais c'était vraiment l'ambiance actuelle. Donc, c'est important de repositionner le contexte. Et donc, baisse de productivité, bah, en gros, c'est les salariés qui foutent rien, ils ont trop de récompenses sans faire d'efforts, ils sont trop dans leur zone de confort, en gros, ils se reposent sur leur laurier. Donc, la solution, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent moins en sécurité, etc. Et qu'en gros, ils aient des récompenses quand ils sortent d'une zone de sécurité, de maîtrise, voilà, et qu'ils se mettent en danger. OK? Mais la définition, quand on comprend aujourd'hui le lien entre capacité et stress, bah, en fait, elle est très bien, cette définition. OK? J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là et si ça vous intéresse, c'est le livre que j'ai sorti en avril dernier où je développe ça beaucoup plus, l'origine et le troisième, mais je vais quand même vous présenter la zone de confort, ce qu'il y a dedans. Ça, c'est ma version. Comment est-ce que je l'ai définie? C'est à force de travailler avec des gens sur ça, je me suis demandé qu'est-ce qui fait dans notre travail qu'on se sent dans une zone neutre d'anxiété, en sécurité et en maîtrise. D'accord? J'ai vraiment réfléchi de manière très pragmatique, à la fois en me basant sur mon exemple, mais aussi de toutes les personnes que j'ai accompagnées, quels sont les éléments qui jouent. Et j'en ai sorti 4 zones, et c'est là qu'on parle de pizza. Tac, voilà, c'est ma pizza. Parce que confort, comfort food, voilà, j'étais par cohérence, et ça marche bien, les gens se souviennent en général de la pizza. Donc dans cette pizza, il y a 4 parts. La première part, c'est la santé. Prendre soin de sa santé, je ne vais pas vous l'apprendre, ça aide quand même vachement le corps à réguler le stress. Pour vous mettre du contexte aussi, c'est un outil, cette vision de la zone de confort, c'est autant un outil de ressources, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que j'ai dans ma zone de confort pour pouvoir m'appuyer dessus, qu'un outil de bilan. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une période où sa santé est mauvaise, c'est-à-dire que le confort côté santé, il n'est pas bon, d'en avoir conscience, ça permet de se dire, bah, aujourd'hui, pour me préserver,
je ne suis pas capable de faire les mêmes choses que peut-être il y a 2 ou 3 semaines. Voilà. J'ai une grosse crève en ce moment, cette semaine. Je ne vais pas travailler de la même manière et je ne vais pas chercher à accomplir les choses de la même manière que quand j'étais en pleine forme il y a 3 semaines. OK? Donc, c'est vraiment un outil aussi de lucidité entrepreneuriale et de se dire, bah, je sais qu'en fait, déjà, mon état de santé va diminuer mes capacités. Donc, plutôt que de renier ça et de me dire, je vais me faire violence et je vais faire comme d'hab, je vais me poser la question de, bah, du coup, comment je pourrais faire différemment dans le respect de mes limites actuelles, là, à l'instant T. Et l'une des clés pour ça, c'est d'aller taper dans cette deuxième section qui comporte nos talents et notre fonctionnement naturel. C'est ce qu'on appelle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui appellent ça zone de génie, zone d'excellence, etc. Donc vraiment, là où on est bon sans effort, en gros. Ça demande évidemment, et ça, souvent c'était un gros travail d'identifier quels sont ses talents, parce que alors en plus, on a tendance, je ne sais pas dans tous les pays, mais je sais qu'en France, oulala, à dire qu'on a un talent pour quelque chose, c'est vachement prétentieux. Alors on s'en fout, hein, c'est pour soi. Euh, Ça reste que c'est pas toujours évident à identifier parce qu'on nous a tellement toujours appris que ce qui avait de la valeur, c'est ce qui demandait des efforts, que on a tous des talents pour nous, on se dit, ben, rien de rare, quoi. Oui, bah, je fais ça, mais je le fais spontanément. Mais justement, 2 petites questions que vous pouvez vous poser pour identifier votre talent. Quelles sont les choses que vous faites justement avec tellement de facilité que vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas facile pour tout le monde? Parce que vous, ça vous paraît juste tellement banal. Mais quand les gens vous disent, ah, mais ça, tu fais ça vachement bien, vous êtes là, ah bon? Bah ouais, enfin, bon, ok, je me suis même pas rendu compte que je le faisais bien, ça c'est un indicateur. Vous pouvez vous demander aussi quelles sont les choses que vous pourriez faire gratuitement. Et limite, vous avez des scrupules à être payé pour faire ça. Petit indice, c'est exactement ce pourquoi vous devriez vous faire payer. D'accord? Vous pouvez demander aussi aux gens qui vous connaissent bien dans le cadre de votre travail de dire, ah bah, pour toi, ce serait quoi mes talents pour voir un peu ce qui ressort. Petite nuance toutefois, demandez-vous sur ce qu'on vous dit. Est-ce que vous trouvez ça effectivement très confortable? Est-ce qu'effectivement, vous vous rendez compte que ça ne vous demande pas d'effort? Je vous précise ça parce que parfois, enfin, je veux dire, on peut avoir des compétences qui sont très inconfortables et qu'on fait très bien. Moi, j'ai passé 2 ans en freelance avant de me spécialiser sur le slowpreneuriat à faire des choses. Mes clients étaient très contents, je le faisais très bien, je faisais la gestion de projet. J'étais complètement en dehors de ma zone de confort tout le temps. Je détestais ça. Ça ne correspond pas du tout à la manière dont mon cerveau est câblé. Donc, petite voilà, si vous demandez à d'autres personnes, pensez juste à mettre ce filtre de ah, ça on me dit que je le fais bien, mais moi en vrai, quand je fais ça, je sens que ça me demande un effort. D'accord? Ça veut simplement vous dire que c'est une compétence que vous avez acquise, que vous avez bien développée et que vous savez très bien le faire, mais ce n'est pas pour ça que c'est dans votre zone de confort. Ce qui vient casser aussi cette idée de c'est normal que ça soit difficile au début, ça deviendra plus confortable quand vous deviendrez expert. Et il y a des trucs qui, même avec la pratique, restent stressants, inconfortables et qui vous prennent de l'énergie, c'est que ça ne correspond pas à votre mode de fonctionnement. Donc, c'est pas pour ça que vous pouvez jamais l'utiliser, mais c'est pas dans votre zone de confort. Donc, ça peut être des indicateurs de bon, il faudrait peut-être que je trouve une autre manière de le faire. Et le fonctionnement naturel, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est est-ce que les méthodologies que vous utilisez, alors ça peut être, là on a parlé de planification et d'organisation, mais ça peut être sur la manière de, quels sont le format de vos accompagnements, ça peut être sur la manière dont vous communiquez, dans la manière dont vous vous faites connaître, dans la manière dont vous vendez, dans la manière dont vous structurez vos consultations, enfin, tout ce qui est méthodologique, est-ce que vous sentez que c'est hyper logique par rapport à votre façon de voir les choses ou est-ce que vous sentez que vous êtes en adaptation? Et plus vous allez avoir l'occasion d'exploiter vos talents dans votre travail et dans toutes les dimensions de votre travail, hein, parce que quand vous êtes à votre compte, vous n'êtes pas que naturopathe, vous êtes aussi indépendante. Et donc, vous êtes aussi commerciale, communicante, comptable, etc. D'accord? Dans toutes ces dimensions-là, est-ce que vous avez l'occasion d'exploiter suffisamment vos talents et est-ce que vous avez des outils, des méthodologies qui respectent votre mode de fonctionnement naturel? Ça, c'est vraiment la partie de la pizza sur laquelle on va aller taper au maximum et notamment quand les autres sont un peu au fond. Le réflexe qu'on aurait justement, et on y est très encouragé, c'est ah bah si tu n'y arrives pas, c'est que voilà, faut sortir de ta zone de confort, faut essayer des trucs, faut aller là où tu as peur, te mêle, etc. Non, non, alors avant, petit conseil,
regardez ce que vous pouvez faire avec votre pizza. Parce que la plupart du temps, il y a des solutions qui sont là. Parfois, on n'arrive pas à trouver, et puis parce que on a, on va vouloir se sécuriser financièrement, je vais y venir, on va vers quelque chose d'inconfortable, et des fois, c'est tout à fait OK d'aller vers le moins inconfortable possible, d'accord? Le but, c'est pas d'être toujours dans la perfection, mais au moins d'avoir le réflexe de se demander, est-ce que là, avec ce qui est facile pour moi, est-ce que j'ai des idées de façon de faire qui pourraient me sortir de cette situation? Pourquoi je dis que c'est pas toujours évident? Parce que, ben, comme c'est noté dans la définition, hein, il y a la notion de sécurité. Qu'est-ce qui nous met en sécurité? Quand on est à son compte, il peut y avoir la sécurité émotionnelle, hein, qui va être liée avec qui on travaille. Parfois, il peut y avoir des personnes avec qui on travaille qui ne nous mettent pas en sécurité, mais il va y avoir souvent un très gros sujet de sécurité financière. Et c'est typiquement parce qu'on est dans une société dans laquelle, ben, de manière très pragmatique, on peut se passer, ça a été dit tout à l'heure, hein, on peut se passer de certaines choses, on peut toujours demander de l'aide, mais enfin, là, les factures d'électricité, on ne va pas les payer en échange de services, quoi. D'accord? La banque, on ne va pas lui dire, alors, je vous propose de ne pas vous payer, mais à la place, je vous fais un atelier. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la sécurité financière, c'est un point important. C'est pour ça que dans le soloprenariat, il ne s'agit pas de se dire, c'est un choix dans lequel on accepte de ne pas beaucoup gagner d'argent. Il y a des ambitions de toutes les tailles, hein, dans le soloprenariat. Euh, mais la sécurité financière, quand elle n'est pas là, c'est vraiment le cas de figure dans lequel les gens vont le plus aller à l'inverse de ce dont ils auraient besoin. Parce que comme le discours dominant, il est de dire, si tu veux avoir des résultats, mets-toi un coup de pied aux fesses, et qu'il y a tellement de gens qui disent ça, quand on est en insécurité, c'est rassurant d'aller dans le discours dominant. D'accord? Le conformisme, en fait, il est accentué par ce manque de sécurité. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est pas le moment où on a le plus de courage, quoi. Quand on se dit, ben, mais là, je paye mes factures, ben, tout le monde a l'air de dire que c'est comme ça que ça marche, ben, en fait, je vais les écouter parce que là, être à contre-courant, là, tout de suite, ça me demande un effort que je suis pas capable de faire. Et donc, moi, je vais rencontrer parfois avec des personnes que j'accompagne qui vont me dire, bah, là, j'ai cette opportunité de faire telle mission client. Je sais que ça va pas hyper bien se passer. C'est quelqu'un qui va pas avec mes valeurs, etc. Mais en fait, là, j'ai besoin de cet argent. Et OK. Et on va peut-être juste se demander, bah, pendant cette mission-là, comment on va pouvoir équilibrer les autres choses pour garder un équilibre. D'accord? Donc, on fait aussi des choix, on fait juste ce qu'on peut. Et moi, je suis toujours convaincue que les gens, à tout instant, font d'abord ce qu'ils peuvent. Et je ne crois pas trop au quand on veut, on peut. Je crois que quand on peut, on peut. Et on fait toujours ce qu'on peut. Euh, mais quand, à force, en fait, c'est en connaissant très bien qu'on a d'autres dans notre zone de confort, et notamment de quoi on a besoin pour être en bonne santé, quels sont nos talents et fonctionnements naturels, plus on a conscience de ça, et plus quand la situation merde un peu à ce niveau-là, on a des ressources. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, là, c'est hyper compliqué en ce moment. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Je vais vous donner un exemple concret. Je ne fais pas le même métier que vous, euh, mais je vais vous partager un peu ce que j'ai vécu en début d'année pour vous montrer ce qu'on peut se poser comme question. Début d'année 2025, j'avais moi fait une assez bonne année 2024 et je n'ai pas du tout vu venir à quel point la situation mondiale politique allait contracter mon public cible. En gros, l'élection de Trump qui fait que beaucoup d'indépendants allaient se dire oulala, oulala, là, oulala, là, je dépense plus rien, ça, je ne l'ai pas anticipé. Ok. Et donc, j'avais fait une bonne année 2024, mais j'avais beaucoup investi fin 2024. Et donc, comme j'ai beaucoup investi, quand début 2025, d'un seul coup, mon chiffre d'affaires a été divisé par 10, j'ai fait hey, j'ai plus de réserve. Donc là, côté sécurité financière, je n'étais pas du tout. Ok. J'ai pas entendu, j'ai vraiment pas pensé ça. Salut Pauline. Euh, Comme aujourd'hui, j'ai extrêmement conscience de ce qu'il y a dans ma zone de confort et de ce qui la compose, quand j'ai vu la situation et que je me suis dit, OK, donc là, tout ce que je fais d'habitude pour trouver des nouveaux clients, tout ça ne marche plus. La première chose que j'ai fait, c'est de me dire, OK, santé. Donc là, mon alimentation, je fais hyper gaffe. L'alcool, je baisse. C'est vraiment, ça reste pour les occasions et le petit apéro du week-end avec. Non, c'est vraiment les occasions, les anniversaires, etc. Mais je baisse ça parce que je sais que bah, ça me demande plus de temps de récupération. Je vais essayer de me dégager du temps
pour aller marcher, etc. Donc, mon premier réflexe, ça a été de me dire, la période là, elle est très stressante pour moi. Donc, mon hygiène de vie, je dégage et je mets de l'intention dessus. Parce que si en plus je creuse là-dessus, ça va être compliqué. Deuxième chose, je me suis dit, OK, quelles sont les manières pour moi de faire qui sont les plus faciles? Euh, je savais que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait pour ma cible, en fait. J'avais besoin de comprendre, en gros, pourquoi les gens ne me faisaient plus confiance pour les accompagner, pour acheter ce que je proposais, etc. Ça, moi, je constatais qu'il y avait une contraction, mais je ne savais pas pourquoi. Et donc, je savais qu'il allait falloir que je discute avec quelques personnes au moins qui étaient dans mes audiences pour comprendre ce qui se passait pour elles, etc. Et c'est comme ça que j'ai compris l'origine de la contraction. J'avais besoin de savoir si peut-être c'était moi, dans mon marketing, j'ai peut-être fait des choses où j'avais pas compris que les gens, ça leur avait pas plu. Enfin, j'avais besoin de débroussailler ça. Et j'avais besoin de réfléchir peut-être à d'autres offres. Enfin, voilà, j'avais besoin de ça. Donc, je savais ce qu'il fallait que j'identifie, mais sur le comment le faire, pour avoir les réponses à mes questions et en même temps euh, d'une manière qui soit la plus écologique pour moi parce que j'étais très stressée, ce qui est le plus facile pour moi comme mode d'expression, c'est l'oral, c'est parler. Et je suis hyper à l'aise pour prendre la parole en public, en vidéo, etc. C'est vraiment des choses qui pour moi sont, voilà, typiquement, je suis là. Quand il y a des gens qui me disent, ah non, non, moi, une caméra, je suis bloquée, je suis là, ah bon, voilà, d'accord? On n'est pas tous comme ça. Mais pour moi, c'est ce qui est le plus facile. Ça me demande moins d'énergie que l'écriture, que, j'allais dire que, alors le dessin, vraiment pas, mais en fait, il y a des gens, ça peut être, ben, moi, je suis hyper à l'aise à faire des croquis, etc. Il y a peut-être des gens qui vont dire, mais moi, là où je suis plus à l'aise, c'est à l'écrit. Donc, moi, mon truc, c'est la prise de parole. Et donc, j'ai j'ai vraiment été expliquer ce qui se passait à mon audience. J'ai parlé beaucoup, je suis sur les réseaux sociaux en story, en vidéo, j'ai fait des... Enfin, en fait, j'ai utilisé l'oralité pour dire, ben voilà, je vois qu'il se passe quelque chose, j'ai besoin de comprendre. Alors, j'ai aussi une newsletter, donc je l'ai fait aussi à l'écrit, mais là, ce que j'allais dire, j'ai d'abord verbalisé pour travailler mon texte. Donc, je me suis appuyée sur ce qui était le plus facile pour moi pour pouvoir faire un questionnaire anonyme, récolter les réponses et réfléchir à une solution qui serait confortable pour moi aussi. Et en l'occurrence, la solution que j'ai trouvée, ça a été, j'avais mon livre qui allait sortir, et ça a été d'animer un cycle de workshop, donc du live avec de la prise de parole, quelque chose de collectif, à tarif beaucoup plus accessible pour ma cible que ce que je proposais autrement. Et il y a eu dans les réponses, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi j'ai besoin aussi d'individuel. Et jusque-là, je faisais assez peu d'accompagnement individuel. Et je me suis posé la question quand j'ai vu cette réponse-là, est-ce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est respectueux de mes limites de faire plus d'accompagnement individuel ou pas? OK? Donc, j'ai pu le faire assez facilement et ça a très bien fonctionné, hein, ça m'a vraiment sorti de la panade. J'ai pu le faire facilement parce que, alors aussi parce que j'ai une certaine proximité avec mon audience, je vous en parlerai après, mais euh, parce que je me suis d'abord demandé quels sont les modes d'expression les plus faciles pour moi. C'est-à-dire que je sais que ce que j'ai besoin d'aller chercher, mais si en plus je me rajoute une façon de faire qui me demande des efforts et qui me rajoute du stress, ça va être compliqué. Des fois on n'arrive pas à trouver l'issue, hein. C'est là où je vous dis, bah, des fois, on va se dire, OK, bon, ben là, la seule solution que je vois, c'est quelque chose d'inconfortable pour moi, mais ça n'empêche pas de se demander de prendre soin de son hygiène de vie, ça n'empêche pas de se demander comment je peux m'amener de la sécurité ou ailleurs, d'accord? On fait toujours au mieux et jamais dans la perfection. Et la dernière part de notre pizza, c'est le sentiment de fluidité. Et donc ça, j'appelle ça fluidité parce que c'est vraiment avoir cette sensation que au quotidien, ça coule, quoi. Et donc, il y a une vraie question de charge de travail. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une activité qui, pour être rentable financièrement, nécessite de n'avoir aucune marge de manœuvre dans son planning, c'est pas rentable en termes humains. OK? Et donc, il y a des personnes qui vont avoir un problème de fluidité parce que pour être rentables, elles ont besoin de multiplier les rendez-vous et puis qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles sont claquées. Donc ça, c'est un sujet de business model. Ça veut dire qu'il y a peut-être besoin d'avoir d'autres types d'offres
qui permettent de faire rentrer de l'argent euh, tout en prenant moins de temps et moins d'énergie. Il y a des personnes qui n'ont pas de marge parce qu'en fait, elles ne savent pas dire non, ou parce que elles n'osent pas dire non, ou parce qu'elles courent après des objectifs qui, en fait, dans l'état actuel de leurs offres et de leurs tarifs, etc., ne sont pas assez respectueux de leurs limites. Il y a des personnes qui manquent de marge parce qu'elles n'ont pas assez de clients, mais elles essayent tout plein de choses dans tous les sens pour essayer d'en avoir et ça ne donne pas de résultat. Alors, ça peut être une question finalement de manque de connaissance des besoins réels de sa cible. Ça peut être un problème de communication, de marketing, il y a plein de raisons à ça, mais il y a aussi des personnes qui sont en surcharge alors qu'elles n'ont pas assez de clients. Euh, mais là, il y a vraiment cette conscience à avoir que quand on n'a aucun moment dans son planning pour explorer, se tromper, euh, faire des choses non productives, perdre du temps sur certaines choses. Parce que quand on perd du temps sur certaines choses et quand on, quand on expérimente, quand on va creuser les choses, on a l'impression que c'est inutile, mais c'est exactement comme l'exemple qui était cité tout à l'heure de la pause ou de la prière. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant ces moments-là. Et souvent, dans ces moments-là, il y a des hasards qui viennent des opportunités. Donc, quand on n'a plus du tout l'occasion d'espace pour aller rencontrer des gens, pour laisser de la place à de l'imprévu, bah, en fait, souvent, on se retrouve bloqué. Donc, il y a vraiment cet enjeu aussi de se demander bah, quel est le temps raisonnable de travail productif que j'ai dans ma semaine pour que ça soit écologique pour moi. Et une fois qu'on a identifié ça, si on se rend compte que son activité actuelle, avec le format d'offre qu'on a, avec les tarifs qu'on a ou avec la quantité de clients qu'on a, on se rend compte qu'en fait, c'est pas compatible, ça donne des indicateurs sur ah, il faudrait peut-être que je revoie certaines choses pour que ça soit suffisamment soutenable. C'est clair pour vous? Donc ça, c'est un des outils principaux qu'on utilise dans le slowpreneuriat, hein, d'exploiter sa zone de confort. Mais de manière générale, il y a vraiment cette idée, une fois qu'on a identifié ça, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, où dans l'entrepreneuriat entrepreneuriat classique, en gros, hop, comment est-ce qu'on répond aux besoins? Et ça, c'est valable autant sur la création de vos offres que comment vous allez répondre aux besoins d'un consultant qui vous demande, je sais pas, une faveur, un truc comme ça. On a l'habitude de se dire, bah, il y a un besoin externe qui est exprimé. On va se demander quelles sont les ressources qu'on a en interne, qu'est-ce qu'on est capable de donner en termes de compétences, en termes de souplesse, et on va amener la solution. D'accord? Mais là-dedans, il n'y a pas de place pour nos besoins, nos limites. Donc, dans le slowpreneuriat, au-delà d'identifier ce qu'on a dans notre zone de confort, quand on va aller prendre connaissance ou quand il y a un besoin de quelqu'un d'autre qui arrive jusqu'à nous, on va plutôt se dire, OK, voilà les besoins. Maintenant, voici ce que je suis capable de mettre, moins mes limites, parce qu'il y a ce qu'on est capable sur le papier en termes de compétences, et il y a toutes nos limites, c'est-à-dire bah, je suis capable, mais ça, en vrai, ça me prend beaucoup d'énergie en ce moment. Ponctuellement, pourquoi pas, mais là, ça va être trop répétitif, ou bah, ça, je suis capable, mais là, en ce moment, je n'ai pas d'espace, je n'ai pas assez de temps pour ça. Donc, vraiment faire un point sur ces limites du moment, et on va chercher une solution au point de rencontre. C'est-à-dire que dans toutes les possibilités qui nous sont offertes, quand on a reçu le besoin de l'autre, bah, dans les options possibles, il y en a certaines qu'on va éliminer parce qu'elles ne respectent pas nos besoins à nous. Et souvent, la crainte, c'est de se dire, ah, mais si on élimine des choses, on va se fermer des portes. En réalité, non. Parce que quand on fait bien le point sur nos besoins, sur nos limites, c'est aussi un espace créatif. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui vont émerger dans ce point de rencontre euh, qu'on n'aurait pas imaginé si on fait des choses assez conventionnelles. Je vous donne un exemple sur une naturopathe que j'ai accompagnée, Nathalie. Elle a commencé à pratiquer de manière assez classique dans le format. Elle recevait les gens en consultation, c'est classique. Elle s'était mise dans la naturopathie, elle s'était reconvertie parce que elle avait, faut que je retrouve, elle avait un candidat. Donc elle avait fait appel c'était une naturopathe en l'occurrence qui lui a fait prendre conscience que ces problématiques étaient liées à son alimentation et donc elle s'est beaucoup elle a complètement transformé sa manière de manger, de s'alimenter et elle a constaté en participant en se renseignant d'abord pour elle,
Donc déjà, elle est tombée amoureuse de la naturopathie, donc elle a décidé de se reconvertir. Et elle me disait, bah, en fait, quand on a travaillé justement sur ses talents, elle savait, point de départ, elle se disait, mais en fait, moi, le format consultation, ça ne me convient pas. Et puis, je- je- j'ai du mal à faire passer les gens à l'action, j'ai envie qu'ils passent à l'action plus vite et j'ai du mal à trouver la manière de les encourager à ça. Enfin bon, il y a pas mal de problématiques. Et quand on discute ensemble de ses talents et que je lui demande, qu'est-ce qui est facile pour toi, qui est difficile pour les autres, elle me dit, bah, par exemple, moi, j'ai jamais eu de mal à trouver des idées de recettes et à cuisiner pour ma condition. Alors que j'observais autour de moi que d'autres personnes qui souffraient de la même chose, leur gros frein, et elle fait, je le vois aussi en consultation, c'est que le gros frein, c'est d'accord, ok, je peux plus manger ça, 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 mais transformer sa manière de manger, trouver des idées de recettes, etc. Elle fait, je vois bien que pour les gens, c'est compliqué. Elle dit, et du coup, bah, pour les faire passer à l'action, mes consultants, bah, je suis obligée, en plus de la consultation, de leur fournir des recettes, etc. Elle fait, moi, ça me dérange pas, c'est facile, mais bon, voilà. Donc, on réfléchit à ça. Et à un moment donné, elle me dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'utiliserais pas cette facilité que j'ai, moi, à trouver des idées de recettes et à faire des choses qui soient gourmandes, etc. Et à rendre finalement cette condition un peu moins compliquée à vivre, parce que il y a beaucoup de gens qui vivent ça comme une énorme difficulté. Mais en fait, je devrais peut-être essayer ça. Et donc, ce qu'elle a fait, donc elle a fait une transition, elle a arrêté ses consultations petit à petit, mais elle dit en fait, je vais essayer de vendre des packs de recettes. Enfin, les gens s'abonnent, les gens qui ont un candidat s'abonnent, et en fait, toutes les semaines, ils reçoivent les recettes, la liste des ingrédients, etc. Enfin, vraiment, tout le nécessaire pour leur simplifier la vie et cette condition-là, en me faisant quelque chose qui, pour moi, ne me demande aucun effort. Elle fait, de toute façon, je le fais pour moi. Donc, en fait, ce que je fais pour moi, ben, je vais le partager à d'autres. Et donc, elle a fait ça pendant un temps. Et là aussi, sur la manière de faire connaître ça et de vendre ça, pas mal de techniques sur les réseaux sociaux, ça la gonflait, etc. Et donc, elle avait juste un groupe Facebook dans lequel elle partageait ça. Et elle disait, bah, une fois par mois, tous les mois et demi, pendant 3 soirs, on se retrouve en live avec les gens, je leur envoie les ingrédients en amont, ils s'inscrivent et on cuisine ensemble. Et donc, ça fait un peu comme trois repas offerts, voilà, démonstration, on cuisine ensemble, on fait ça en vidéo. Elle fait, j'adore ça, pour moi, c'est hyper facile. En plus, je vois les gens, on discute. Elle avait un taux de souscription à son membership derrière de 95%. Parce qu'elle a, tout le long, elle s'est posé les questions de qu'est-ce qui est facile pour moi, etc. Mais pourquoi elle n'avait jamais pensé à ça avant? Parce que, bah, elle me disait, moi, on m'a appris que naturopathe, ça consulte en cabinet, ça fait ça, etc. Et elle avait du mal à sortir de ça. Ok. Depuis, elle a encore changé. Depuis, elle s'est formée sur la théorie polyvagale, donc ça l'a passionnée et donc elle fait des accompagnements là-dessus. Et c'est OK en fait, c'est-à-dire qu'elle est quand même passée en assez peu de temps. Alors, on a bossé 6 mois quand même sur le déblocage mais bien sûr que tu peux proposer quelque chose. Ça a été long parce qu'il y a beaucoup de freins, etc. Et ça demande de déconstruire des choses. Mais une fois qu'il y a eu le déclic, ça allait. Mais en fait, elle fait quand même ce qu'elle aime. Elle a arrêté son membership parce qu'à un moment donné, elle disait, bon, ok, ça y est, le candidat, les recettes, moi, je commence à me lasser un peu, j'ai envie de faire autre chose. Elle s'est formée à autre chose et elle propose autre chose, mais peu importe, en fait. Elle a adapté son activité à sa réalité. Dans les changements qu'il y a eu de sa réalité, il y a eu à un moment donné une baisse de motivation. Bah, ok, elle était motivée pour autre chose, donc elle a changé ça. Mais vous voyez un peu le processus, donc vraiment en s'appuyant sur qu'est-ce que je fais facilement? Et qu'est-ce que je fais facilement que peut-être les gens à qui je m'adresse bah, ne font pas aussi facilement. Et c'est très souvent dans les choses qui nous demandent le moins d'efforts qu'on a le plus de valeur. Je répète, ce qui vous demande le moins d'efforts est probablement là où vous avez le plus de valeur à apporter. Donc c'est intéressant de se demander, dans votre pratique, ça peut être des compétences très transversales, hein, ce n'est pas forcément des trucs spécifiques à la naturopathie, mais qu'est-ce que vous faites avec tellement de facilité que vous n'y mettez pas de valeur, mais qui en a peut-être énormément pour d'autres. Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure à me les mettre. On prendra un petit temps après si vous voulez. Euh, je vais juste vous partager une dernière chose en termes de philosophie. Je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure
J'ai nommé des notions de performance et de robustesse. Je ne sais pas si si la robustesse est un sujet qui vous parle. On est dans un environnement, dans une société qui est très dopée à la performance. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans ce que vous m'avez cité comme manière de gagner du temps, on est sur des choses très de productivité, etc., efficacité. Ça, c'est du vocabulaire de performance. Euh, la performance, c'est l'efficacité plus efficience. Efficacité, atteindre un objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc en termes de temps, en termes de coûts, etc. C'est quelque chose qui nous semble évident dans le monde du travail. Bah oui, il faut être performant, parce qu'il faut, le but, c'est d'accomplir nos objectifs à moindre coût. Ok, ça semble logique. Et la performance n'est absolument pas un problème en soi. Ce qui est plus problématique, c'est le culte de la performance, c'est-à-dire de vouloir mettre de la performance absolument partout, d'être toujours dans le truc le plus optimal. Ça, c'est une obsession de notre société. C'est quelque chose qui est très lié au fait de vouloir contrôler les choses. Et donc, la performance, c'est une stratégie qui est tout à fait adaptée dans un contexte stable et abondant en ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un monde stable et abondant en ressources? Je ne pense pas. OK? Et donc, ça, quand même, le monde économique commence à se rendre compte que c'est plus très stable, hein. Il y en a beaucoup qui parlent d'incertitude, de climat d'incertitude, de monde instable. Donc, ça y est, les gens commencent à comprendre. On entend de plus en plus parler de résilience, hein, ce qui est une première forme de réponse et ce qui est très intéressant à creuser. Mais la résilience, c'est vraiment euh, comment rebondir après s'être craché, quoi. D'accord? La robustesse, c'est comment ne pas cracher, même si ça tend. Et la définition de la robustesse, qui est comme ça que fonctionne le vivant, hein, c'est comment est-ce qu'un système reste stable malgré les fluctuations. C'est un principe du vivant. C'est comme ça que fonctionne le vivant. Le vivant n'est absolument pas performant. Le vivant a des moments de performance. Par exemple, la fièvre, c'est un moment de performance. Là où il y a le plus de connexion entre tout ce qu'on a dans notre corps, là où c'est vraiment optimal, c'est à 40 degrés. D'accord? Et pourtant, nos corps, la plupart du temps, ne sont pas à 40 degrés. Parce que ça a beau être optimal, au-delà de 3 jours de fièvre, on est dans la merde. D'accord? Donc notre corps, en fait, il est la plupart du temps en sous-optimalité. Et c'est ce qui permet, quand il y a un moment de performance, que les virus dégagent. Parce qu'il y a un contraste. D'accord? Euh, le pompier, on lui demande d'être performant quand il va éteindre un feu. Il n'est pas tout le temps à fond et à balle, même quand il est à la caserne. Le sportif de haut niveau, ses entraînements ne sont pas de la même intensité que les compétitions. Vous voyez le principe? C'est-à-dire qu'on voudrait être toujours au top, machin. Mais non, on ne peut pas être toujours au top. Parce que la performance est coûteuse en ressources. Parce que même si on essaye de faire à moindre coût, dans les faits, nous ne sommes pas des machines. Une machine peut être performante. Nous sommes des êtres vivants. Nous ne sommes pas conçus pour être performants 100% du temps. Ok. Et la robustesse, c'est vraiment tous ces principes de sous-optimalité. Exactement. C'est pour ça que je l'ai vu tout à l'heure, le cycle menstruel. Oui, il y a des moments, par exemple, en période d'ovulation, on peut aussi, c'est peut-être plus facile pour certaines femmes. Moi, perso, ma période d'ovulation, c'est devenu la pire, hein. Après, dans la vie d'une femme, il y a aussi la périménopause, on découvre des choses. Enfin, voilà. Euh, bon, moi, j'ai des SPM en période ovulatoire, par exemple. Donc, il y a des petites surprises de la vie. On s'adapte, hein, on est lucide sur ah, moi, c'est plus la bonne période. Mais effectivement, il y a presque dans le cycle menstruel et dans le fait d'entreprendre avec son cycle, c'est hyper intéressant, mais il y a presque des injonctions aussi. Ah, t'es en période ovulatoire, c'est là qu'il faut donner le max. Ouais, mais peut-être que là, en fait, j'ai pas spécialement un truc où j'ai besoin de donner le max. Voilà. Bref. Euh, en tout cas, donc le vivant est robuste. Je vais rester sur mes sujets d'ovulation. Euh, la procréation, par exemple, chez l'humain, n'est pas du tout un processus performant, hein. Déjà, côté féminin, on a une fenêtre de tir de 24 heures par mois. Il ne faut pas dire que ce soit le plus simple, hein. Et côté masculin, il y a quand même beaucoup de pertes. On a des millions de gamètes pour un ou deux qui atteignent leur objectif.
en termes de performance, on est vraiment nul, quoi. Mais en fait, tout le vivant fonctionne comme ça. Et c'est ce qui le rend robuste. Parce que je vais vous montrer les principes de robustesse et de sous-optimalité. Donc, la robustesse, dans les principes, il y a des principes de sous-optimalité euh, et tout ce qui va être lié à la richesse, c'est le monde des interactions, en fait, la robustesse. La richesse des interactions qui sont permises par la coopération et par la systémie. Les principes de sous-optimalité, je vais vous montrer, c'est exactement tout ce que le monde de la performance essaye de nous faire dégager. Donc, vous avez la coopération et la systémie. Et les principes de sous-optimalité, c'est le hasard, la lenteur, le gaspillage, l'incohérence, l'erreur, la redondance, l'hétérogénéité et l'inachèvement. C'est-à-dire que vous arrivez en disant, alors moi, mon business, je me base sur ces trucs-là. Vous arrivez, je ne sais pas, vous vous pointez à la chambre des métiers en expliquant ça, ils vont vous regarder genre, mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être au top tout le temps. Et en exploitant nos zones de confort, c'est exactement là, c'est comme ça qu'on est sous-optimal. C'est-à-dire que ça ne nous demande pas toutes nos ressources. Mais par contre, ça ne nous empêche absolument pas de faire une réponse juste à la demande qui nous est faite. Parce qu'avec cette obsession de il faut toujours être au top, en fait, on finit souvent par outrepasser la demande. D'accord? Les gens nous demandent rarement de donner le 1%. Les gens n'ont pas besoin de ça. Et quand on est bien dans son métier et qu'on est compétent dans son métier, on n'a pas besoin de donner le maximum pour donner une pleine satisfaction. On peut avoir des moments, vous avez à un moment donné une consultante, un consultant qui vient et qui a un cas hyper complexe, il y a une forme d'urgence. Là, vous pourrez vous dire, OK, là, va falloir que je sois particulièrement bonne. Et là, vous aurez peut-être un moment de performance qui va vous demander un surplus d'énergie, de réflexion, etc. Et bien, ça sera d'autant plus accessible pour vous et possible que le reste du temps, vous ne cherchez pas à être là-dedans parce que vous aurez de la ressource, parce que vous saurez sur quoi vous appuyer et parce que ça ne va pas être le truc qui va vous demander un peu trop d'énergie qui, vous, va vous faire sombrer. Je n'aurai pas forcément le temps là de détailler tous les principes que je vous ai présentés là. Je vous ai donné par exemple le gaspillage, hein, comme je vous ai dit, ben, les spermatozoïdes, il y en a oula, un sacré paquet de gaspillage. Les arbres qui perdent leurs feuilles tous les ans, gros gaspillage, ils ne le font pas tous. Hein. Les conifères, par exemple, ne perdent pas leurs aiguilles, donc il n'y a pas toujours les mêmes stratégies. Mais tout ce qui va être hasard, erreur, euh, redondance, ça, ce sont des choses qui sont permis aussi par une forme de lenteur et laisser de l'espace aux choses. Euh, Si vous n'avez aucun espace, alors vous, comme vous êtes là, je suppose que vous réservez de l'espace puisque vous êtes dans un collectif. Mais la personne qui n'a aucun espace pour faire des rencontres, pour échanger, pour confronter ses idées, et juste pour laisser de la place à je ne sais pas ce qui va se passer, mais de ce qui va se passer dans ces échanges et dans ces interactions-là, je vais ressortir des idées, je vais ressortir d'une autre manière de voir les choses, etc. Quand on est toujours dans la performance et dans l'optimisation de tout, on n'a pas d'espace pour ça. Et donc, on passe forcément à côté des choses. Et pourquoi aujourd'hui les personnes qui sont beaucoup dans la performance s'épuisent? Parce que la performance, c'est optimiser les choses. On optimise toujours à partir de certains paramètres, d'accord? J'ai trouvé un moyen hyper optimisé de trouver de la clientèle de manière prévisible. J'ai un tunnel où les gens, ils arrivent par là, et puis ils reçoivent tel mail, et puis ça les amène vers telle offre, et puis machin, d'accord? Un truc hyper optimisé. Il y a n'importe quel paramètre qui change dans la réalité de votre cible, tout ceci ne tient pas debout. Et donc, vous aurez peut-être mis beaucoup de temps à construire un système hyper prédictible qui va sans doute marcher quelque temps, mais le jour où il ne fonctionne plus, il faudra recommencer à zéro. C'est vraiment le principe aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Donc, le slowpreneuriat est en fait le seul aujourd'hui mode d'entrepreneuriat qui se base principalement sur la robustesse, qui permet à certains moments, quand il y a vraiment besoin, d'être dans la performance. Mais en tout cas, ce n'est pas la philosophie qui prime dans la manière de voir les choses. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent par rapport à ça? Je vous ai donné pas mal d'infos pour vous donner manière. Enfin, il n'y a peut-être pas tout qui va vous parler à toutes, mais le but, c'est que vous ayez aussi certains sujets que vous aurez envie de creuser. Et là, je reste un peu encore en surface, mais c'est très vaste. Et si vous avez envie de creuser, évidemment, n'hésitez pas à venir voir ce que je fais dans mes contenus et je pense que vous pourrez trouver pas mal de choses. Mais est-ce que là, il y a des premières questions qui vous viennent?
ou choses que vous n'avez pas forcément comprises ou qui vous interpellent? Vous avez le droit de me prendre la parole d'ailleurs, ça peut être le chat, mais ça peut être aussi à l'oral si c'est plus facile pour faire. Ouais, je pense que moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y, Ça vas-y. fait, tu nous as donné effectivement beaucoup de choses, du coup, le temps un petit peu de tout digérer. Moi, c'est sûr que si j'ai créé le collectif, c'est que je pense que la coopération, et en fait, quand on sort des études de naturo, on a l'impression qu'on va être tout seul pour tout créer tout seul, en fait, dans son coin, chacun. Et moi, je suis, ben, voilà, avec quelques années d'expérience et je pense que moi, une de mes zones d'excellence, c'est justement le travail en équipe et la coopération. Bah, je dis, bah non, mais alors là, il faut que je crée un collectif parce que Ouais. enfin, j'aime beaucoup que le terme coopération soit là vraiment tout au début quand on, ouais. En plus, vous, dans votre métier, je trouve que c'est essentiel. D'ailleurs, moi, je regrette qu'on n'ait plus de guildes. Aujourd'hui, il y a des. Alors, vous, c'est bien, c'est un collectif qui est vraiment sur le métier de naturopathie, mais la plupart des collectifs d'indépendants sont multimétiers. Il y a parfois même des groupes. Il ne faut pas justement qu'il y ait trop de gens qui soient des concurrents et tout. Mais non, en fait, on a besoin aussi de se rassembler par métier. Et vous, typiquement, dans les fluctuations qu'il y a régulièrement par rapport à votre métier, c'est comment est-ce que les médecines complémentaires sont vues, quelles sont les réglementations. Ça, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Par contre, si demain, ils sortent une réglementation parce que l'ordre des médecins a réussi à faire passer un truc et ils ont grogné et puis qu'il y a une réglementation qui vous empêche d'une certaine manière de faire votre métier, vous allez être bien content d'être fédérés pour réfléchir ensemble à comment vous pouvez faire, etc. Alors qu'une personne qui est toute seule est très fragilisée par ça. D'accord? Donc, c'est hyper important et d'autant plus quand on est une entité unique, quand on est un seul individu à être indépendant versus des gens qui vont avoir une entreprise avec des équipes, etc. C'est pas parce que vous êtes seul dans votre entreprise que vous ne faites pas partie d'un écosystème. Et il y a les gens qui sont dans votre métier, mais il y a aussi d'autres métiers complémentaires. Et puis, autour de vous, sur votre territoire, là où vous êtes implanté, quelles sont ouais, les interactions que vous pouvez avoir et qui vous rendent plus solide, en fait, face à ces variations-là. Peut-être que justement dans les professionnels de santé, qui sont les professionnels de santé autour de vous, qui sont des alliés et qui vont pouvoir travailler en complémentarité avec vous, plutôt que juste se dire, oh là là, les médecins n'aiment pas les naturopathes, ça dépend lesquels, hein. Il y en a qui sont heureusement d'ailleurs très ouverts à ça et qui peuvent même être des relais, enfin en tout cas se construire un tissu social qui fait qu'on est moins seul et que bah, quand il y a des difficultés et d'ailleurs, quand je dis fluctuation, c'est pas toujours des difficultés, mais c'est toutes ces choses qu'on ne maîtrise pas en fait et qui vont aller initier des changements, qui vont créer des changements et qui vont, voilà, sur lesquels on va avoir besoin d'être adaptable en fait. Bah, quand on est tout seul, qu'on est tout seul dans son coin à réfléchir à ça, c'est moins facile. Est-ce que le travail sur la robustesse permet de revoir son business model? Oui, si tu te rends compte que ton business model aujourd'hui, peut-être, tu n'as qu'un seul. Aujourd'hui, par exemple, avoir qu'un seul format d'offre sous le coude, c'est pas très robuste. D'accord? Je dis pas qu'il faut forcément avoir plusieurs offres en même temps, mais d'avoir des idées, des choses qu'on a commencé à initier, qu'on a peut-être déjà expérimentées, pour que le jour où, pour une raison ou pour une autre, soit vous n'êtes plus en mesure, vous dites, ah, là, je fais que des rendez-vous individuels. Moi, ça me fatigue. Là, en ce moment, j'ai besoin de réduire mon temps. Voilà, je sens que j'ai besoin de ça. Bah, si vous avez rien développé d'autre encore, rien expérimenté d'autre ou quelque chose sous le coude, ça veut dire que dans un moment un peu compliqué, vous avez besoin de mettre de l'énergie pour faudrait que je réfléchisse à comment. Peut-être que c'est une intervention, je dis au hasard parce qu'il y a plein de possibilités, mais peut-être que c'est quelque chose de collectif, peut-être que c'est intervenir pour quelqu'un d'autre peu importe, ça vous à voir en fonction de vous ce que vous aimez faire et ce qui est confortable pour vous. C'est bien quand on va bien, quand il y a pas trop quand ça tangue pas trop, de profiter de ces temps-là pour se dire bah tiens, je vais réfléchir à d'autres choses qui pourraient enrichir mon business model. Peut-être que c'est des choses que vous allez faire en parallèle de manière régulière, et puis il y a plein de choses qui peuvent être en dormance.
Par exemple, moi, le principe de workshop, je le fais pas tout le temps, je le fais ponctuellement. Mais je sais que c'est aussi quelque chose dans des moments où j'ai un peu moins de demandes d'accompagnement ou des choses comme ça, bah, je sais que c'est quelque chose qui est hyper écologique pour moi, qui est accessible pour mon audience et qui peut nous permettre de résoudre des besoins collectifs, quoi, enfin, d'un côté et de l'autre. Donc, c'est pas pour ça que j'en fais tout le temps. Euh, Autre chose qui peut influencer votre business model, c'est, comme l'exemple que je donnais de Nathalie tout à l'heure, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le format sur lequel vous faites votre travail est respectueux de votre réalité de vie, de votre zone de confort, etc. Et vous avez le droit de vous poser cette question-là. En fait, la naturopathie, aujourd'hui, c'est votre compétence, mais la manière d'utiliser cette compétence, il y a énormément de possibilités. Et je sais, j'ai l'impression qu'en effet, Irène, tu me diras peut-être, dans les écoles de naturopathie, il n'y a pas forcément de choses qui sont faites pour ouvrir un peu sur différents. Mais moi, à chaque fois que j'ai travaillé avec des naturopathes, bah, je fais de la consultation parce qu'en fait, on m'a toujours dit que c'était cette naturopathe. Et en fait, non, il y a plein de possibilités. Là, moi, je travaille avec une naturopathe qui me suit, qui, elle, s'est spécialisée sur le profil des femmes chefs d'entreprise, par exemple. Et elle a différents formats. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut aussi être spécialisé là-dedans, ce qui fait elle intègre aussi des notions de. euh, Elle accompagne sur l'hygiène de vie, mais elle est aussi capable d'accompagner dans bah, là, ce qui te provoque du stress, c'est peut-être telle partie de ton business. Et là, donc, en fait, elle cumule avec plusieurs compétences et c'est hyper intéressant. Donc, il y a beaucoup de. C'est un beau terrain créatif, en fait, hein, quand on réfléchit à. En fait, quand on réfléchit ton projet en fonction de soi, c'est vraiment un terreau fertile. Alors qu'on aurait tendance à croire que c'est limitatif. Non, c'est limitatif si on se dit, si je prends soin de mes besoins, bah, je vais devoir choisir entre différentes options que j'ai déjà vues. Bah, on peut se les créer, ces options. Et ce qui est hyper intéressant dans ce processus-là, c'est que dans le slowpreneuriat, comme je vous ai dit, hein, on va chercher le point de rencontre entre le besoin des autres et les nôtres. Donc, pour trouver ce point de rencontre, on est obligé de co-créer finalement avec les gens avec qui on veut s'adresser. Et donc, on va régulièrement aller les questionner, discuter avec eux, et de là émergent des idées. Et ça permet aussi de répondre à des besoins qui n'ont pas de réponse actuellement. Par exemple, il y a un exemple qu'on m'a donné, et j'ai vu d'ailleurs une autre qui a fait ça, bref, sur le menu hyper traditionnel, la boulangerie. Il n'y a pas plus traditionnel que la boulangerie, d'accord? On n'est quand même pas sur un métier récent. Et j'ai une cliente qui me dit, bah moi, mon boulanger, il n'était pas du matin. Il n'est pas du matin. Quand on est boulanger, voilà. Il n'est pas du matin, mais du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'ouvre qu'en fin de matinée. Comme ça, il ne se lève pas à 3 heures du matin, il s'en fout, hein, il se lève à des heures à plus normales. Et par contre, il s'est installé dans une zone de bureau pour pouvoir faire de la sandwicherie le midi, etc. Et il fait du pain aussi l'après-midi parce que lui, sa spécialité, et ce pourquoi les gens viennent, c'est que les gens, à la sortie du boulot, ils ont du pain chaud pour le dîner du soir. Alors c'est sûr, hein, il ne fait pas son blé sur les viennoiseries, sur les croissants du matin, mais il s'en fout, en fait, il fait sur autre chose. Et donc, il a conçu vraiment son métier autour de ça. Et elle dit, ce qui est génial, c'est que moi, avant, bah, quand je passais chercher du pain le soir, c'était souvent du pain. En fait, la baguette, elle est là depuis le matin. Et du coup, il répond à un besoin. Alors, à la fois, zone de bureau, donc, bah, avoir des déjeuners qui sont de bonne qualité, assez équilibrés. Bon, on reste sur du sandwich, mais bon, de bonne qualité et à bas coût. Donc, c'est un besoin qui est réel. Euh, et le soir, bah, il répond à un besoin de bah, moi, quand je vais chercher mon pain à la sortie du bureau, qu'il est déjà 19 heures, alors il ferme, je crois, à 20 heures, il ferme à 7 heures, en fait, il décale, bah, j'ai quand même du pain frais pour mon repas du soir. Je ne me paye pas le matin le pain qui a été cuit à 4 heures du matin et qui a la baguette qui a eu le temps d'un peu sécher. Donc, en fait, c'est ça qui est génial quand on va chercher ce qu'on rend compte, c'est que ça nous permet de discuter avec nos cibles sur des points sur c'est quoi le truc où en fait l'offre elle est toujours similaire et finalement il y a toujours un trou il y a un trou quelque part quoi. Bah, est-ce que ce trou-là, moi je pourrais pas le raccommoder? C'est pour ça que moi je suis très enjouée quand je parle de ça parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus réjouissant que juste se dire ok je fais tel métier. Enfin, effectivement comme tu dis Véronique, il y a des moules qui sont préconçus et il y a des gens que ça rassure beaucoup d'être dans des moules et en plus quand on démarre des fois c'est très rassurant d'être dans un moule et c'est ok. Mais à un moment donné, quand on a expérimenté ce moule, on a le droit de se dire aussi, bon, là, les bords, ils me semblent un peu étroits. Qu'est-ce que je peux ajuster?
Si vous voulez aller plus loin, je vous propose plusieurs ressources. Alors, vous pouvez aller sur mon site déjà maslowboîte.com sur lequel vous allez retrouver, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas mis à jour les articles, mais ils sont toujours valables. Vous avez accès à mes différents réseaux sociaux, donc ça, vous pouvez aller naviguer dessus. Euh, pour celles que ça intéresse, ces histoires de zone de confort, j'ai tout un livre dessus que vous trouvez dans la plupart des librairies. Alors, elles n'ont pas forcément toutes, mais sinon c'est commandable, mais la plupart les ont. Vous pouvez le trouver en ligne aussi. Euh, et pour celles que le sujet de la robustesse intéresse, là, j'ai créé un petit parcours. C'est assez accessible en termes de tarifs. Je vends ça à un peu moins de 60 euros. C'est quelque chose que vous faites en autonomie si vous voulez démarrer. Et vous naviguez en fait. Alors, j'ai créé un petit univers, façon Tolkien, parce que j'ai envie de m'amuser, puis parce que voilà, c'est un peu l'aventure quand même. Et ça rend ça plus digeste. Et vous passez au travers de 10 territoires qui sont les 10 notions qu'on a vues juste avant pour pouvoir bien les comprendre, comprendre comment elles sont perçues aujourd'hui dans le monde de la performance versus comment elles sont perçues dans le monde de la robustesse, pour que vous puissiez aussi vous raccrocher à des choses peut-être que vous avez déjà entendues et faire la transition plus aisément. Vous avez des questions auxquelles répondre pour auditer actuellement votre activité là-dessus. Alors, il y a peut-être des points où vous faites déjà les choses vraiment de manière robuste et d'autres choses où vous êtes plutôt encore dans une vision de performance. Et vous avez des pistes concrètes adaptées à des business indépendants pour voir comment vous pouvez rajouter de la robustesse. Donc, ça vous permet de faire vraiment voilà, un bilan et d'avoir des pistes. Le but étant de pouvoir préparer votre... salut à celles qui s'en vont. Pouvoir vraiment travailler sur la robustesse de votre business. On n'est pas encore sur quelque chose qui vous permet d'expérimenter qu'est-ce qui se passe quand il y a une fluctuation. Ça, c'est des choses que je fais plus en accompagnement individuel et je vais proposer des choses collectives aussi. Mais au moins, ça vous permet de faire un point et de vous dire, OK, si j'ai envie que mon business soit plus robuste, bah, ça me permet de voilà, faire un bilan, avoir des idées, réfléchir à ce que je peux mettre en place. Et après, évidemment, s'il y en a qui ont envie, je fais des accompagnements individuels sur tout plein de sujets. C'est assez varié. En gros, c'est de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais sous le prisme du slow. Ça veut dire que, quelle que soit la problématique que vous amenez, moi, je vais la traiter sous le prisme du slow. Donc, que ça soit, ah, en ce moment, c'est un peu compliqué de trouver des clients, j'ai une forme d'urgence, ou je reviens de mon congé maternité, ou je sens que mon business model, il est un peu étroit, peu importe. Moi, la manière dont je vais l'aborder, c'est comment on va s'appuyer sur votre zone de confort, comment on va respecter vos limites et comment on va mettre de la créativité dans ces résolutions-là. Super. Et est-ce que le parcours robuste peut marcher aussi si on est en démarrage? Bien sûr. D'accord. Je suis pas obligée d'avoir déjà un... Non, parce que même si vous êtes en démarrage, vous avez certainement imaginé faire les choses d'une certaine manière. Vous avez peut-être déjà posé quelques pions. Donc, ça, non, non, ça permet, dans l'audit, vous allez peut-être vous dire, ah, bah ça, j'ai pas encore expérimenté, mais c'est pas grave. Par rapport à ce que vous avez imaginé, ça vous permet de recaler. Et puis, dans toutes les pistes qui sont données pour, euh, pour savoir quoi mettre en place, au contraire, ça vous donne des pistes sur ce que vous pouvez mettre en place. Et là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais très lié au vivant. Donc, il y a aussi une notion de voir son business au-delà de soi et de voir comment notre activité, elle va avoir un impact dans notre écosystème, vraiment autour de nous. Donc, que ce soit un écosystème entre pairs, que ce soit sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on apporte concrètement Hmm. à la société d'aujourd'hui? Voilà, je trouve que ça permet aussi d'avoir une vision de l'entrepreneuriat qui sort un peu de cette truc hyper focalisé uniquement sur les ressources et les besoins financiers, quoi. Enfin, sur le capital financier. En fait, quand on entreprend, il y a aussi du capital humain et il y a aussi du capital en termes de ressources naturelles. Donc, comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte tout ça dans notre business? C'est un cheminement à faire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que justement, c'est très riche et très vaste. Mais je, je vais vous donner une opinion plus qu'un fait scientifique, mais euh, moi, je crois profondément que si on arrive à changer la manière dont on imagine et dont on fait de l'entrepreneuriat, euh, je pense vraiment que ça peut changer quelque chose dans la société. Si on arrête de se dire c'est un choix sacrificiel dans lequel ce qui prime en priorité, c'est notre propre profit, et quand on fait une occasion
euh, de rayonner autour de nous, d'apporter quelque chose de plus vivant, de plus en phase avec les enjeux de notre époque, et tout en respectant aussi nos limites, ce qui est complètement compatible. Si on arrive à instaurer ça, même à notre échelle, même en étant indépendant, il ne faut pas croire qu'on n'a pas d'influence sur les gens autour de nous, qui vont peut-être monter des boîtes, qui sont peut-être managers, qui sont peut-être leaders sur ces questions-là. Enfin, les changements, ils viennent toujours des marges, hein. Ils viennent jamais des gens qui sont au cœur du système. Hmm. Ça, on le sait, hein, nous déjà, on est bien partis dans un métier à la Ah marge, oui, hein. tout à fait. Bah oui, On mais en essaye de faire attendant, bouger le vous système. savez, hein. Eh bien Ok, oui, super. tout Est-ce à qu'il y fait. en a qui ont des questions? C'était génial, hein. Bah, n'hésitez pas, hein, même si vous avez par la suite, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message sur, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Enfin voilà, vous avez le droit de m'envoyer des vocaux aussi. Je suis très ouverte aux vocaux. J'ai pas de souci avec ça. Je suis pas toujours réactive à l'heure près, hein. Je gère les priorités, mais je réponds toujours. Donc n'hésitez pas s'il y a des réflexions qui vous viennent par la suite, le temps que ça infuse un petit peu, à m'envoyer des messages pour me poser des questions, pour me dire ce que ça vous a provoqué comme déclic, quel changement vous pensez mettre en place suite à ça. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir ces retours-là. En tout cas, moi, c'est génial parce qu'en fait, en cherchant un intervenant, tu vois, qui parle, moi, ce que je cherchais au départ, c'était mais je vais pas abandonner cette idée, hein. Je pense que je vais trouver aussi qui parle vraiment des différents business models du naturopathe. Parce qu'en Ouais, fait, c'est vrai que dans les écoles, on nous dit, bah, il y a la consultation, point. Moi, je suis persuadée que c'est le business model à peu près le plus nul. Mais de l'avoir exercé plusieurs années, j'ai fait mes bilans, j'ai dit, waouh, le temps que ça me prend pour le revenu et toutes les charges, je pense que c'est à peu près le business model le plus loser. Donc j'aimerais bien trouver quelqu'un qui fasse un 360 de tous les business models. Mais finalement, je suis super contente que tu sois intervenu aussi là, parce que je pense qu'il y a encore en amont ouais, qui je suis et, complètement. Mais complètement. et Qui je quels suis, sont quelle est ma mes... Voilà. réalité, ouais, quelle est ma réalité du moment. Mm, Euh, Ça peut être hyper intéressant d'avoir des propositions et d'avoir un éventail de possibilités. mm. Et en fait, la personne, elle va aussi parler, comme moi, je vous ai partagé là, des exemples que j'ai vus, mais en fait, il y a plein d'exemples à créer. Oui, Et vous pouvez aussi. faire entre vous aussi, hein, des, peut-être je vais y arriver, Des des sessions de brainstorms. co-développement, ouais, de co-développement pour trouver des business models. Il y a tellement de créativité en fait dans les business models. Moi, c'est mon terrain de jeu favori, hein. Ça n'a Ah pas l'air ouais. sexy, mais en fait, c'est une question de paramètres. Votre zone de confort, votre réalité du moment, vos capacités, ce sont que des paramètres. Mm. Les paramètres, ils peuvent bouger, mais encore une fois, votre projet, c'est pas un être vivant. Il s'en fout complètement que ça fluctue. Ça va peut-être vous faire changer de clientèle parce que vous allez transformer des choses. Mais en même temps, c'est aussi tout l'intérêt d'être dans un métier où on a des pairs. C'est que si vous ne pouvez plus servir un certain type de clientèle parce que ça ne correspond plus à vos besoins, ben, c'est pas pour ça que vous pouvez pas les envoyer vers quelqu'un qui lui. Enfin, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses à faire et en tout cas, de ne pas s'enfermer dans quelque chose d'immuable, voilà, ça ouvre plein de portes. Et c'est ça qui est chouette. Donc le slowpreneuriat, c'est pas juste ralentir, hein. En fait, je sais que le terme, souvent, il y a beaucoup de gens qui le réduisent à ça, mais il y a beaucoup d'émulation et d'effervescence, mais simplement dans une vision qui est respectueuse de la santé avant tout. Donc il y a beaucoup de points communs entre nos métiers, en fait. Merci beaucoup, en tout cas, Irène, pour l'invitation, et moi, j'ai été ravie de parler avec vous. Je vous renouvelle ma proposition de venir échanger par la suite. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Vous me dites que vous étiez là ce midi, que je fasse le lien et on pourra échanger par la suite. Ouais, un grand merci, Laure. Ouais, juste, je veux remercier à chaud parce que il y a, il y a comme des jetons qui tombent. Tu sais, moi, c'est souvent ce que je dis quand, ah Mhm. tiens, il y a quelque chose qui vient de... Moi, j'interviens en entreprise. J'ai déjà une forme de naturo qui est un peu particulière parce que je l'intègre dans des bilans de compétences, dans des ateliers en entreprise aussi. Mais c'est un parcours du combattant. Enfin, je le vivais comme un parcours du combattant. Et là, je suis en train de me dire, ouah, hop, ça y est, il y a des trucs qui vont se passer. Je ne sais pas quoi.
mais ça va se passer. Donc un grand merci pour c'est la switch boîte pour moi, tu vois, j'ai l'impression plus que la slow boîte. Donc Tu sais, voilà. Corinne, mon pourquoi, c'est de provoquer des déclics chez les gens. Ah ben parfait. Alors ça a bien agi. Là, en ce Bien moment, je agi. fais ça sur le sujet du entrepreneuriat, etc. Ça, c'est mon quoi, mais dans tout ce que je fais, que ce soit à titre perso, etc., là où j'ai ma place, c'est quand je provoque ça. Donc, je te remercie pour ce retour parce que tu viens de me... Ah, putain, Ben merci. Un grand merci, Switch. avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis à bientôt, j'espère. Oui, bon après-midi, Laure. Grand merci. Au revoir. Merci Salut tout beaucoup. le monde. Merci. Bon, ben, super les filles, hein. Waouh. Mm. Très Ouais, bien. super proposition, Irène, hein, Mm. merci, ouais. Mm. Chouette, chouette personne. Elle nous a beaucoup donné là en peu de Mm, temps. Elle était à fond. Eh ouais, bien, écoutez, on va laisser tout ça infuser, puis ça va certainement nous donner effectivement, Des idées. switch, comme tu dis. Pour moi, il y a des Mm. choses qui sont révolutionnaires, en fait. Moi, ouais. je le dis avec mon vocabulaire, mais ça remet, ça... Tchoup, ouais, c'est ça. Tiens, C'est ça, je le tranquille. voyais dans ce sens-là, maintenant, c'est dans l'autre sens. Ouais. C'est la bonne Et période, hein. mm, Génial, ouais. donc, grand merci et bon appétit pour celles À qui... tout bientôt, bon Au revoir, appétit. merci beaucoup. Salut Colette, tu restes 2 minutes qu'on se fasse un petit coucou? Bien sûr, avec plaisir. Ouais.